Mon fils et ma belle-fille m'ont interdit de visiter leur maison pendant des années, prétendant qu'elle était en rénovation. Après leur mort, l'avocat m'a donné les clés et m'a dit, elle est à vous maintenant. Je prévois de la vendre, mais je devais d'abord la voir. Quand j'ai ouvert la porte, je ne pouvais plus respirer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Je me suis toujours considérée comme une femme pragmatique. À 63 ans, j'ai enterré un mari, élevé 2 enfants et appris que la vie offre rarement les fins parfaites que nous imaginons dans notre jeunesse. Alors, quand Martin Gérard, l'avocat de mon fils Éric, m'a appelé 3 jours après les funérailles pour discuter de questions urgentes concernant la succession, je m'attendais à de la paperasse, des formulaires à signer, des comptes à régler, les suites banales d'une tragédie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était des clés. Madame May, dit Martin à travers son bureau en acajou, en faisant glisser une seule clé en laiton vers moi. Ceci est pour la propriété côtière dans le comté de Mendocino. Votre fils et votre belle-fille voulaient que vous l'ayez. Je fixais la clé comme si elle pouvait me mordre. Cette maison, mais je ne l'ai même jamais vue. J'en suis conscient. L'expression de Martin était soigneusement neutre. Le visage exercé d'un homme qui gardait les secrets des autres. Éric a été très précis dans son testament. La propriété vous est transférée immédiatement avec une discrétion totale sur son utilisation ou sa vente. Pourquoi me laisserait-il une maison qu'ils ne m'ont jamais laissé visiter? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne le voulais. 5 ans d'excuses chaque fois que je mentionnais vouloir voir leur retraite côtière. Elle est en rénovation, maman. La route est impraticable. On fait remplacer la fosse septique. Ce n'est pas sûr pour toi. Toujours quelque chose. Toujours une raison pour me tenir à l'écart. Martin s'éclaircit la gorge. Je pense que vous devriez la visiter avant de prendre toute décision de vente ou de disposition. Éric était catégorique là-dessus. Catégorique, répétai-je. Mon fils avait été catégorique sur beaucoup de choses, surtout ces dernières années. Catégorique sur le fait que je ne devais pas m'inquiéter de la raison pour laquelle ils avaient cessé de célébrer les fêtes avec la famille. Catégorique sur le fait que leur travail était trop compliqué à expliquer. Catégorique sur le fait que la maison côtière était interdite d'accès. Et maintenant, il était mort. Ils l'étaient tous les deux. Éric et Rebecca, perdus dans un accident de bateau au large de la côte de Mendocino. Leur corps retrouvé à 3 miles du rivage. Les gardes-côtes ont dit que c'était la météo, une bourrasque soudaine, du genre qui surprend même les marins expérimentés. Rapide, brutale et finale. J'ai pris la clé. Le trajet vers le nord depuis Sacramento a duré environ 5 heures, la plupart passées à me convaincre que c'était stupide. J'aurais pu simplement confier la propriété à un agent immobilier, le laisser s'occuper des photos, de la mise en scène et de la vente. À mon âge, je n'avais rien à faire d'une résidence secondaire, surtout une perchée sur la côte reculée du nord de la Californie. Mais les mots de Martin me hantaient. Éric était catégorique. La maison se trouvait au bout d'un chemin privé, cachée derrière un mur de cyprès courbé et tordu par des décennies de vent côtier. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé. Une structure tentaculaire de 2 étages en cèdre vieilli et en verre, construite face à l'océan. Le soleil couchant peignait tout dans des tons d'ambre et d'or. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes, la clé à la main, essayant de comprendre pourquoi mon cœur battait la chamade. La porte d'entrée s'ouvrit facilement, presque avec empressement, comme si elle avait attendu. À l'intérieur, le hall d'entrée était impeccable. Les parquets en bois franc brillaient. L'air sentait légèrement le nettoyant au citron et autre chose. Antiseptique, clinique, pas l'odeur de moisi de l'abandon que j'attendais. Allô? Ma voix résonna dans l'espace vide. Pas de réponse, mais la maison semblait occupée d'une certaine manière, bourdonnant d'une présence récente. Je m'enfonçai plus profondément, passant devant un salon meublé de meubles simples et pratiques. Tout était propre. Trop propre. La cuisine montrait des signes d'utilisation régulière. Du liquide vaisselle près de l'évier. Un calendrier au mur marqué d'annotations de l'écriture soignée de Rebecca. La dernière entrée était datée de 4 jours avant leur mort. Livraison de fournitures 14 heures. Vérifier l'inventaire. Livraison de fournitures pour une maison soi-disant en rénovation. La première chambre que j'ai vérifiée était vide, à l'exception d'un lit d'hôpital. La deuxième avait 2 lits. La troisième en avait 3. Toutes de taille pour enfants,
toutes équipées de potences pour intraveineuses et de moniteurs. Mes mains se mirent à trembler. J'ai trouvé la salle principale au 2e étage. 12 lits disposés en rangées soignées, chacun avec un équipement médical qui semblait cher et neuf. Des dossiers étaient suspendus au pied de chaque lit, bien que quelqu'un ait enlevé les noms, mais je pouvais voir des dates, des horaires de médicaments, des protocoles de traitement. L'écriture alternait entre le griffonnage agressif d'Eric et l'écriture précise de Rebecca. Au fond de la salle, une porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée et j'ai trouvé ce qui ne pouvait être décrit que comme un laboratoire. Des microscopes, des réfrigérateurs avec des étiquettes de risques biologiques, des étagères garnies de médicaments que je ne pouvais pas identifier. Un tableau blanc couvrait un mur, rempli de formules complexes et de notes qui ne signifiaient rien pour moi. Mais une phrase entourée d'un marqueur rouge était limpide. Protocole de traitement 7. Taux de réponse positive de 73%. Je me suis laissé tomber sur une chaise de bureau. Mes jambes soudainement instables. Mon fils et ma belle-fille avaient été médecins. Eric, un oncologue pédiatrique. Rebecca, une biochimiste chercheuse. Je savais qu'ils s'étaient rencontrés en travaillant au Stanford Medical Center. Je savais qu'ils avaient accepté des postes de consultants qui leur permettaient de travailler à domicile. Je savais qu'ils avaient perdu leur fille, Edith, à cause de la leucémie alors qu'elle n'avait que 7 ans. Ce que je ne savais pas, c'était ça, rien de tout ça. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là avant de remarquer le classeur dans le coin. Il n'était pas verrouillé, invitant pratiquement à l'inspection. À l'intérieur, j'ai trouvé des dossiers organisés par année, chacun contenant des dizaines de fichiers. Pas des dossiers de patients, cela avait été enlevé ou détruit, mais de la correspondance, beaucoup de correspondance. Des lettres de parents désespérés, des emails imprimés sur papier, tous suivant le même schéma déchirant. Mon fils s'est vu refuser le traitement. L'assurance ne couvrira pas. L'hôpital dit qu'il n'y a plus rien à faire. S'il vous plaît, y a-t-il un espoir? Et des réponses d'Eric et Rebecca. Venez à Mendocino. Nous verrons ce que nous pouvons faire. J'ai trouvé des photos glissées dans un dossier. Des enfants jouant sur la plage en contrebas de la maison. Des enfants riant dans ce qui ressemblait à une salle de jeux improvisée que je n'avais pas encore découverte. Des enfants avec des têtes chauves et des bras maigres, mais souriants. Toujours souriants. Une photo montrait mon fils et ma belle-fille avec un groupe d'autres adultes en blouse médicale. La légende écrite de la main de Rebecca. Réunion d'équipe. Mars 2024. Le protocole du docteur Grégory est prometteur. Une équipe? Quelle équipe? J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Des pas dans le hall. Plus d'une personne. Des voix. Basses. Inquiètes. Sur quelle est là? La voiture dehors. Ça doit être elle. Gérard a dit qu'il lui avait donné les clés il y a 3 jours. Est-ce qu'elle sait? Eric lui a-t-il dit quelque chose? Non. Il était catégorique là-dessus. Encore ce mot, catégorique. Je me suis levé, tenant toujours un dossier, et je me suis dirigé vers le haut de l'escalier. 3 personnes se tenaient dans le hall d'entrée en bas, tout en civil, mais avec l'allure déterminée de professionnels de la santé. Ils levèrent les yeux quand ils entendirent mon pas craquer sur le palier. La femme en face, asiatique, au début de la quarantaine, parla la première. Madame May, je suis le docteur Clara Grégory. J'ai travaillé avec votre fils et votre belle-fille. Travailler avec eux à faire quoi exactement? Ma voix était plus stable que je ne le sentais. Le docteur Grégory échangea un regard avec ses compagnons. Peut-être devrions-nous nous asseoir. Il y a beaucoup à expliquer. Commencer par pourquoi mon fils a transformé sa maison en hôpital sans me le dire. Pas seulement un hôpital, dit doucement le docteur Grégory, un refuge. Et il ne vous l'a pas dit parce qu'il vous protégeait. Ce que nous faisons ici, ce qu'Eric et Rebecca faisaient, existe dans une zone grise légale. La FDA ne reconnaît pas nos protocoles de traitement. L'establishment médical considère nos méthodes comme expérimentales au mieux, dangereuses au pire. Si les autorités découvraient cette installation, si les mauvaises personnes commençaient à poser des questions. Elle s'interrompit. Mais je compris l'implication. Mon fils enfreignait la loi. Votre fils sauvait la vie d'enfants, dit fermement l'un des hommes. Il était plus âgé, peut-être de mon âge,
avec des cheveux poivre et sel et des yeux intenses. Je suis le docteur James Morrison, oncologue à la retraite. Je suis bénévole ici depuis 2 ans. Pendant ce temps, j'ai vu des enfants qui avaient été renvoyés chez eux pour mourir entrés en rémission complète. Taux de réponse positive de 73%, dis-je, me souvenant du tableau blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, dit prudemment le docteur Gregory, que près des 3/4 des enfants qui viennent ici montrent une amélioration significative. Certains obtiennent une rémission partielle. Certains obtiennent une rémission complète. Certains gagnent simplement des mois ou des années de bonne qualité de vie qu'ils n'auraient pas eu autrement. Je descendis lentement les escaliers, mon esprit s'emballant. Et les 27% restants? Silence. Puis le docteur Morrison. Nous les perdons, mais nous les perdons avec dignité. Entourés de gens qui s'en soucient, au lieu de chambres d'hôpital stériles où ils sont soumis à des procédures douloureuses que tout le monde sait inefficaces. Combien d'enfants, demandai-je. Combien sont passés par ici? 63, dit le docteur Gregory. En 5 ans. 63 enfants. 63 familles. 63 raisons pour lesquelles mon fils avait gardé ce secret. La 3e personne, un homme plus jeune qui n'avait pas encore parlé, s'avança. Madame May, nous devons connaître vos intentions. Eric et Rebecca sont partis, mais le travail ne doit pas s'arrêter. Nous avons 4 enfants ici en ce moment dans la maison d'amis en bas de la colline. Ils sont stables, mais ils ont besoin d'un traitement continu. Si vous décidez de vendre cette propriété, si vous contactez les autorités, si vous... Il y a des enfants ici maintenant? Je sentis la pièce vaciller légèrement. Dans la maison d'amis, répéta le docteur Gregory. Nous les avons déplacés quand nous avons appris l'accident. Nous ne pouvions pas risquer qu'ils soient découverts si les autorités venaient enquêter. Je dois les voir, m'entendis-je dire. Le docteur Gregory hocha lentement la tête. D'accord, mais Madame May. Elisabeth, vous devez comprendre dans quoi vous vous engagez. Il ne s'agit plus seulement d'une maison. Il s'agit de 4 enfants dont les familles nous les ont confiés. Il s'agit d'une équipe de professionnels de la santé qui croient en ce travail et il s'agit de l'héritage de votre fils. Elle me tendit une tablette. Sur l'écran, il y avait une vidéo datée de 6 mois plus tôt. Eric et Rebecca étaient assis côte à côte, regardant directement la caméra, me regardant. Maman, dit la voix enregistrée d'Eric, si tu regardes ça, c'est que quelque chose nous est arrivé et ça veut dire que tu as découvert ce que nous faisions. Je sais que tu dois être confuse, probablement en colère, peut-être même effrayée. Rebecca prit sa main à l'écran. Nous voulions te le dire, dit-elle tant de fois. Mais nous ne pouvions pas risquer de t'exposer à une responsabilité légale. Nous ne pouvions pas risquer que quelqu'un t'utilise pour nous atteindre. Mais maintenant, c'est à toi, continua Eric. La maison, l'équipement, les protocoles, tout. Nous avons laissé des instructions détaillées à Martin Gérard. Le choix t'appartient, maman. Tu peux fermer tout ça, vendre la propriété, t'en aller sans problème. Personne ne t'en voudrait. Son expression changea, s'adoucit. Ou tu peux continuer ce que nous avons commencé. Le docteur Gregory et l'équipe t'aideront. Les familles te soutiendront. Mais je ne vais pas mentir. C'est dangereux. Ce que nous faisons défie des institutions puissantes. Ça menace les profits des compagnies pharmaceutiques. Ça expose les échecs de notre système de santé. Rebecca se pencha en avant. Il y a autre chose que tu dois savoir, Elisabeth. Quelque chose que nous ne t'avons jamais dit à propos d'Edith. Mon souffle se coupa. Leur fille. Ma petite fille. L'hôpital a renvoyé Edith à la maison pour mourir, dit Rebecca, sa voix se brisant légèrement. Ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle avait 3 semaines, peut-être 4. Mais Eric et moi ne pouvions pas accepter ça. Nous avons commencé à rechercher des protocoles alternatifs, des traitements expérimentaux. Nous avons trouvé quelque chose. Et Edith, notre Edith, elle a vécu 18 mois de plus. De bons mois, des mois heureux. Elle n'est pas morte du cancer, dit tranquillement Eric. Elle est morte de complications liées à une infection qu'elle a attrapée à l'hôpital lors d'une visite de suivi. Une infection qui n'aurait pas été là si nous avions pu la traiter à la maison avec notre protocole. Au lieu de nous faufiler autour des restrictions de l'establishment médical. L'écran montrait Eric essuyant des larmes de son visage.
C'est à ce moment-là que nous avons décidé, plus jamais ça. Plus aucun enfant ne serait renvoyé à la maison pour mourir si nous pouvions les aider. Plus aucune famille ne se verrait dire qu'il n'y a pas d'espoir quand il pourrait y en avoir. Rebecca regarda directement la caméra, moi. Cette maison est l'héritage d'Edith. Chaque enfant qui franchit ses portes, chaque famille qui trouve de l'espoir ici, c'est tout grâce à elle. Parce que nous l'aimions, parce que nous n'avons pas pu la sauver. Mais nous pouvons en sauver d'autres. Les derniers mots d'Eric. Le choix t'appartient, maman. Mais quoi que tu décides, sache que nous t'aimons et que nous te faisons confiance. Nous l'avons toujours fait. La vidéo se termina. Je levai les yeux vers le docteur Gregory et ses collègues. De quel niveau de danger parlons-nous? Considérable, dit sèchement le docteur Morrison. Le conseil médical de l'État nous fermerait immédiatement s'il le savait. La DEA pourrait enquêter sur la manière dont nous nous approvisionnons en certains médicaments. L'IRS se demanderait pourquoi une propriété résidentielle dispose d'un équipement de qualité médicale. Et ce ne sont que les canaux officiels. Il y a aussi, ajouta prudemment le docteur Gregory, des compagnies pharmaceutiques qui préféreraient que nos réussites restent discrètes. Des compagnies d'assurance qui ne veulent pas que les familles exigent des traitements que nous avons prouvés efficaces. D'autres institutions médicales qui nous voient comme des concurrents ou des charlatans. Mais les enfants, dit le jeune homme, les enfants sont réels. Leurs rémissions sont réelles. L'espoir que nous donnons aux familles, c'est réel aussi. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé l'océan Pacifique, qui s'assombrissait maintenant que la nuit tombait. Quelque part en bas de cette colline se trouvaient 4 enfants qui avaient besoin d'aide. 4 familles qui n'avaient nulle part où aller. J'ai pensé à Edith, à tenir sa petite main lors de son dernier séjour à l'hôpital, à la regarder s'éteindre, impuissante, au visage d'Eric à ses funérailles. Pas seulement du chagrin, mais de la rage. Une rage impuissante et brûlante contre un système qui avait laissé tomber sa fille. Il avait transformé cette rage en but, en ceci. Je me suis retourné pour faire face aux 3 médecins. Que dois-je faire? Les épaules du docteur Gregory s'affaissèrent de soulagement. D'abord, rencontrer les enfants et leurs familles. Ensuite, nous vous montrerons comment tout fonctionne. Les protocoles, la chaîne d'approvisionnement, les mesures de sécurité qu'Eric et Rebecca ont mises en place. Après cela, nous trouverons une solution ensemble. Il y a encore une chose, dit le docteur Morrison, quelque chose que vous devez savoir avant de vous engager. 3 jours après la mort d'Eric et Rebecca, quelqu'un a appelé cette maison. Ils ont dit qu'ils étaient du département de la santé publique de Californie, enquêtant sur des rapports d'activité médicale non autorisés à cette adresse. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Rien. Nous n'avons pas répondu. Mais Madame May, Elisabeth, cet appel suggère que quelqu'un sait pour cet endroit. Quelqu'un pose des questions. L'accident qui a tué votre fils et votre belle-fille. Sommes-nous sûrs que c'était un accident? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Je regardais la clé dans ma main. La clé que Martin Gérard m'avait donnée. La clé des secrets de mon fils. La clé d'un mystère qui devenait soudainement beaucoup plus sombre et plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Montrez-moi les enfants, dis-je. Combien de temps reste-t-il généralement, demandai-je. Ça dépend de l'état de l'enfant. Certains pendant des semaines, d'autres pendant des mois. Nous avons eu une famille ici pendant près d'1 an. Elle s'arrêta à la porte de la maison d'amis. Avant d'entrer, vous devez savoir. Ces familles sont terrifiées en ce moment. Elles faisaient entièrement confiance à Eric et Rebecca. Elles ne vous connaissent pas, devraient-elles me faire confiance? Je ne sais même pas ce que je fais. Le docteur Gregory se tourna vers moi. Vous êtes la mère d'Eric. Ça compte pour quelque chose. Mais plus important encore, vous êtes venu ici. Vous ne vous êtes pas enfui quand vous avez vu ce qu'il avait construit. Ça compte pour tout. À l'intérieur, la maison d'amis était chaude et doucement éclairée. Une femme d'une 30aine d'années se tenait dans la cuisine, préparant du thé. Elle leva les yeux quand nous sommes entrés, ses yeux rouges de larmes. Voici Elisabeth May, dit doucement le docteur Gregory. La mère d'Eric. La femme posa la bouilloire avec des mains tremblantes. Madame May, je suis Julie Reeves. Ma fille Maxine est. Eric et Rebecca étaient. Elle ne put finir. Je traversai la pièce et pris ses mains. Montrez-moi votre fille.
Maxine avait 7 ans, le même âge qu'Edith. Elle était allongée dans un lit d'hôpital dans ce qui avait été converti en chambre, mais les murs étaient peints de fresques de scènes sous-marines. Des dauphins, des tortues de mer et des récifs coralliens. Une ligne intraveineuse était reliée à son bras mince, mais ses yeux étaient vifs quand elle nous vit. « Êtes-vous la maman du docteur Eric ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Oui. Il m'a montré des photos de vous. Il a dit que vous faisiez les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat du monde. » Ma gorge se serra. Il était partial. « Mais je vous en ferai si vous voulez. Puis-je avoir des pépites de chocolat même si je vomis ? » « Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, dis-je, m'asseyant prudemment sur le bord de son lit. Maxine sourit. Le docteur Eric disait ça aussi. Julie se tenait dans l'embrasure de la porte, nous regardant. Maxine a été diagnostiquée avec une leucémie lymphoblastique aiguë il y a 18 mois. Elle a suivi le traitement standard, chimio, radiothérapie, tout. Ça a marché pendant un certain temps, puis c'est revenu plus agressif. L'hôpital a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils ont suggéré les soins palliatifs. Comment avez-vous trouvé Eric et Rebecca ? Un groupe de soutien pour les parents. Quelqu'un les a mentionnés très discrètement. A dit qu'il y avait un endroit où les enfants allaient et parfois ils allaient mieux. Je n'y ai pas cru au début, mais nous étions désespérés. Depuis combien de temps Maxine est-elle ici ? 3 mois. Quand elle est arrivée, elle ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas garder la nourriture. Le cancer était partout. La voix de Julie se brisa. Maintenant, regardez-la. Elle lit des livres à chapitres. Elle a fait ce dessin. Elle montra un dessin coloré scotché au mur. Une famille se tenant la main sur une plage. Quel est le pronostic ? Répondit le docteur Grégory. Ces dernières analyses ont montré que les tumeurs rétrécissaient. Pas disparues, mais considérablement réduites. Si les progrès continuent à ce rythme, elle pourrait atteindre la rémission d'ici 6 mois. J'ai rencontré 3 autres enfants cette nuit-là. Marcus, 9 ans, atteint d'ostéosarcome. Lily, 5 ans, atteinte de neuroblastome, et Thomas, 12 ans, atteint d'une forme rare de cancer du cerveau. Chacun avait une histoire comme celle de Maxine, abandonnée par le système conventionnel, laissée pour compte, envoyée ici en dernier recours. Et chacun montrait des signes d'amélioration. Au moment où je suis retourné à la maison principale, il était plus de minuit. Le docteur Morrison m'attendait avec du café. « Vous avez bien géré ça ?» dit-il en me tendant une tasse. Je n'ai rien géré. J'ai juste écouté. C'est plus que ce que la plupart des gens font. Il s'installa dans un fauteuil en face de moi. Elisabeth, nous devons discuter de la logistique. Avec le départ d'Eric et Rebecca, nous avons besoin de quelqu'un pour prendre la propriété légale de cette opération. Quelqu'un qui peut signer pour les livraisons, interagir avec les fournisseurs, gérer toute demande officielle. Cette personne doit être vous. Je n'ai pas de formation médicale. Vous n'en avez pas besoin pour le côté administratif. Le docteur Grégory et moi gérons les protocoles médicaux, mais la maison est à votre nom maintenant. Les services publics, les impôts fonciers, toute correspondance officielle. Tout vous parvient, ce qui signifie que si quelque chose ne va pas, c'est vous qui êtes exposé. Je sirotais le café en réfléchissant. Et les autres membres de l'équipe ? Combien de personnes connaissent cet endroit ? 5 membres du personnel médical principal, y compris Clara et moi. 3 infirmières qui se relaient. 2 bénévoles qui s'occupent des fournitures et de la logistique, et les familles, bien sûr. C'est plus d'une douzaine de personnes qui gardent un secret. Tout le monde a été soigneusement sélectionné. Tout le monde a un intérêt dans l'affaire. Soit ils ont perdu quelqu'un à cause des défaillances du système, soit ils croient en ce que nous faisons assez pour risquer leur carrière. Le docteur Morrison se pencha en avant. Mais vous avez raison de vous inquiéter. Plus il y a de personnes impliquées, plus le risque de divulgation est grand. Et le financement ? L'équipement médical, les médicaments. Ça doit coûter une fortune. Eric et Rebecca ont liquidé la plupart de leurs économies. Ils ont également accepté des dons anonymes de familles reconnaissantes. Rien qui puisse être retracé à des patients spécifiques. Rien qui ait déclenché des exigences de déclaration. Ça a été suffisant, à peine. Et maintenant nous devons trouver comment continuer sans eux. La chaîne d'approvisionnement qu'Eric a établie,
les contacts qui fournissent des médicaments au noir, le réseau de professionnels sympathiques. Tout passait par lui. Certaines de ces personnes ne travailleront plus avec nous. Elles ont trop peur. Une pensée me vint. L'appel téléphonique que vous avez mentionné du département de la santé publique. Avez-vous toujours le numéro? Le docteur Morrison sortit son téléphone et me montra le journal d'appel. Je reconnus l'indicatif régional. San Francisco, mais quand j'ai essayé de le rappeler depuis mon téléphone, j'ai eu un message de numéro déconnecté. Téléphone prépayé, dis-je. Celui qui a appelé ne voulait pas être tracé. Ce qui suggère que ce n'était pas une demande légitime du gouvernement, dit le docteur Gregory en entrant dans la pièce. J'ai réfléchi à ça. Si l'État soupçonnait vraiment une activité médicale non autorisée, ils enverraient des enquêteurs sans préavis. Ils n'appelleraient pas à l'avance pour nous avertir. Alors, qui a appelé, demandai-je. Quelqu'un qui cherche des informations. Quelqu'un qui soupçonne mais ne sait pas avec certitude. Le docteur Morrison se leva et se dirigea vers la fenêtre. La question est, que soupçonne-t-il et comment les empêcher d'en apprendre davantage? J'ai passé les 2 heures suivantes à examiner les dossiers d'Eric. Il avait été méticuleux, documentant chaque traitement, chaque résultat, chaque modification de protocole. Mais il avait aussi été paranoïaque. Les noms des patients étaient codés. Les informations de contact des familles étaient cryptées. Les chaînes d'approvisionnement étaient délibérément compliquées avec de multiples intermédiaires pour empêcher quiconque de remonter à la source. Ce que j'ai trouvé de plus troublant était un dossier séparé intitulé « Incident ». À l'intérieur se trouvaient des rapports sur 3 occasions où des personnes s'étaient présentées sans préavis à la propriété. Une fois, un homme prétendant être un représentant pharmaceutique. Une fois, une femme disant qu'elle était du département de la santé du comté. Une fois, quelqu'un qui prétendait être un journaliste écrivant sur la médecine alternative. Chaque fois, Eric et Rebecca les avaient renvoyés, affirmant que la propriété était une résidence privée sans activité médicale. Chaque fois, la personne était partie, mais avait été vue plus tard en train de photographier la maison depuis la route. L'incident le plus récent datait de 2 mois avant leur mort. J'ai appelé Martin Gérard à 7 heures du matin, le réveillant. « Elisabeth, est-ce que tout va bien? » « Non. J'ai besoin de tout savoir sur la mort de mon fils. Le rapport d'accident, l'enquête des gardes-côtes, tout. » Une pause. « Pourquoi? » « Parce que je ne pense pas que c'était un accident. » Une autre pause. Plus longue. « Je vous enverrai les fichiers. Mais Elisabeth, faites attention aux conclusions que vous tirez. Parfois, les tragédies ne sont que des tragédies. Et parfois non. Les fichiers sont arrivés dans mon email 1 heure plus tard. Je les ai lus pendant le petit déjeuner tandis que le docteur Gregory préparait les schémas de médication pour les enfants. Selon le rapport des gardes-côtes, Eric et Rebecca avaient sorti leur voilier malgré les avertissements pour petites embarcations. Le temps s'était rapidement détérioré. Au moment où d'autres bateaux dans la région ont remarqué qu'ils étaient en difficulté, il était trop tard. Le bateau a chaviré. Les 2 corps ont été retrouvés portant des gilets de sauvetage, mais la température de l'eau et les conditions se sont avérées fatales. Cela ressemblait à un accident simple. Des marins expérimentés faisant une mauvaise évaluation. Sauf qu'Eric détestait la voile. Il me l'avait dit il y a des années après un incident d'enfance où il avait failli se noyer. Il n'avait acheté le bateau que parce que Rebecca aimait l'eau. Il ne sortait jamais à moins que les conditions ne soient parfaites. Et il n'ignorait jamais les avertissements météorologiques. J'ai appelé le poste des gardes-côtes. Je suis Elisabeth May. Mon fils, Eric May, est décédé dans un accident de bateau il y a environ 10 jours au large de la côte de Mendocino. J'aimerais parler à la personne qui a mené l'enquête. Un instant, s'il vous plaît. 5 minutes plus tard, une voix de femme. Madame May, ici la lieutenant-commandante Jessica Walsh. J'ai dirigé l'enquête. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Merci. J'ai des questions sur les circonstances. Bien sûr. Que voudriez-vous savoir? Le rapport dit qu'ils sont sortis malgré les avertissements pour petites embarcations. Y avait-il une indication qu'ils étaient des marins expérimentés? Le bateau était bien entretenu. Les 2 victimes portaient un équipement de sécurité approprié. Tout suggérait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont juste fait une mauvaise évaluation de la météo.
Avez-vous trouvé quelque chose d'inhabituel? Quelque chose qui ne correspondait pas? Une légère hésitation. Pourquoi demandez-vous? Parce que mon fils avait une peur bleue de naviguer par gros temps. Il ne serait jamais sorti dans ces conditions volontairement. Silence sur la ligne. Puis, prudemment, Madame May, suggérez-vous autre chose qu'une mort accidentelle? Je demande si vous l'avez envisagé. Nous n'avons trouvé aucune preuve d'acte criminel. Aucun signe de lutte, aucun traumatisme incompatible avec la noyade. Le bateau ne montrait aucun signe de sabotage ou de défaillance mécanique. Mais vous avez cherché ces choses. Procédure standard. Nous le faisons toujours. Et vous n'avez rien trouvé. Une autre pause. Il y avait une chose. Probablement rien, mais les deux victimes avaient des ecchymoses aux poignets et aux chevilles compatibles avec une corde ou des liens, mais cela aurait pu provenir du gréement, du fait d'être projeté dans le bateau par mer agitée. Sans autre preuve, ce n'était pas suffisant pour être classé comme suspect. Mes mains devinrent froides. Avez-vous inclus cela dans votre rapport? C'est dans le rapport d'expertise médico-légale détaillé. Oui. Pas dans le résumé. Pourquoi pas? Parce que, pris isolément, ça ne veut rien dire. Et je ne voulais pas causer de détresse inutile à la famille avec des spéculations. Je veux voir ce rapport d'expertise médico-légale. C'est un document public. Vous avez le droit de le demander. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le docteur Grégory me regardait de l'autre côté de la cuisine. Qu'avez-vous trouvé? Demanda-t-elle. Des ecchymoses, compatibles avec des liens. Bon sang. Il y a plus. J'ai ouvert le calendrier d'Éric sur son ordinateur portable. Martin m'avait donné les mots de passe. 3 jours avant leur mort, Éric avait un rendez-vous prévu. Il était juste écrit « Réunion SF » avec une heure. Pas d'autres détails. San Francisco. C'est de là que venait le mystérieux appel téléphonique. Exactement. J'ai continué à faire défiler et regarder ça. 2 semaines avant, Rebecca a envoyé un email à quelqu'un. L'adresse n'est qu'une chaîne de chiffres disant « Nous devons discuter de votre offre ». Pas à l'aise de continuer. Quelqu'un a répondu « Le temps presse ». D'autres sont intéressés. Le docteur Morrison est apparu dans l'embrasure de la porte. Elisabeth, nous avons un problème. Un de nos fournisseurs de médicaments vient d'appeler. Il ne livrera plus. Il dit que c'est trop risqué avec le départ d'Éric. Quel médicament? Le composé principal de notre protocole de traitement. Sans lui, nous ne pouvons pas continuer la thérapie pour aucun des enfants. Combien de temps avons-nous? L'approvisionnement actuel durera peut-être 2 semaines. Après ça. Il n'a pas fini. Le téléphone du docteur Grégory a vibré. Elle a regardé l'écran et est devenue pâle. Elisabeth, vous devez voir ça. Elle m'a montré un SMS d'un numéro inconnu. Nous savons pour les enfants. Nous savons ce que vous faites. Vous avez 48 heures pour fermer et évacuer ou nous prévenons les autorités. C'est votre seul avertissement. Je fixais le message. Quand est-ce arrivé? À l'instant. Mais ce n'est pas envoyé à mon numéro habituel. C'est envoyé au téléphone d'urgence qu'Éric avait configuré. Celui que seuls les membres de l'équipe et les familles sont censés connaître. Quelqu'un de l'intérieur, demanda le docteur Morrison. Ou quelqu'un qui a eu accès au dossier d'Éric. Je me suis levé, mon esprit s'emballant. Nous devons déplacer les enfants ce soir. Les déplacer où? Demanda le docteur Grégory. C'est la seule installation que nous ayons. Alors nous en trouverons une autre. Parce que si quelqu'un menace de nous dénoncer, il sait où nous sommes. Et s'il sait où nous sommes, les enfants ne sont pas en sécurité. Elisabeth, dit lentement le docteur Morrison, si nous déplaçons les enfants, nous avons besoin d'un endroit où les emmener, un endroit avec du matériel médical, un endroit sécurisé, un endroit qui ne soulèvera pas de questions. Ça n'existe pas. Alors nous le créerons. J'ai regardé l'océan, la maison que mon fils avait construite, l'héritage qu'il m'avait laissé. 4 enfants à l'étage qui dépendaient de nous. 4 familles qui n'avaient nulle part où aller et quelqu'un là dehors qui regardait, menaçait, peut-être responsable de la mort de mon fils. La voix d'Éric résonna dans ma mémoire. Le choix t'appartient, maman. Nous ne fermons pas, dis-je. Et nous ne fuyons pas.
Mais nous devons savoir qui nous menace et pourquoi. Docteur Gregory, pouvez-vous tracer ce SMS? Je peux essayer. Faites-le. Docteur Morrison, contactez chaque membre de l'équipe. Découvrez si quelqu'un a été approché, menacé, s'est vu offrir de l'argent pour informer. Quelqu'un en sait trop. Et je veux savoir comment. Et vous? Demanda le docteur Morrison. Je vais à San Francisco. Je vais découvrir qui mon fils a rencontré 3 jours avant de mourir. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, le docteur Gregory a appelé, « Elisabeth, attendez. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. » Je me suis retourné. Non, mais je sais ce que je protège, et c'est suffisant. Le soleil du matin se levait sur le Pacifique alors que je m'éloignais de la maison en voiture, laissant les enfants et leurs familles derrière moi, me dirigeant vers des réponses que je n'étais pas sûr de vouloir trouver. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'adresse dans le calendrier d'Eric m'a conduite à une tour de bureau en verre dans le quartier financier de San Francisco. Pas de nom de société indiqué, juste suite 1847. Je suis resté assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue pendant 20 minutes, regardant les gens aller et venir, essayant de trouver du courage. Finalement, j'ai traversé la rue et suis entré dans le hall. L'annuaire du bâtiment indiquait que la suite 1847 appartenait à Meridian Strategic Partners. Le nom ne me disait rien. L'ascenseur s'ouvrit sur un étage de bureaux calme et cher. La suite de Meridian avait des portes en verre dépoli et une réception conçue pour intimider. Tout en marbre et en chrome et des meubles modernes inconfortables. Puis-je vous aider? La réceptionniste était jeune, soignée et me regardait comme les gens regardent les touristes perdus. Je suis ici au sujet d'une réunion qui a eu lieu il y a 3 semaines. Mon fils, Eric May, a rencontré quelqu'un de ce bureau. Son expression n'a pas changé. Je suis désolé, je n'ai aucune information à ce sujet. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais... Alors je ne peux pas vous aider. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'un de nos consultants, je peux prendre vos informations. Que fait Meridian Strategic Partners? Nous fournissons des services de conseil en affaires aux organisations de soins de santé. La réponse était fluide, répétée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Mon fils est mort. Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. Il a rencontré quelqu'un ici 3 jours avant de mourir dans un accident qui semble de moins en moins accidentel. Alors soit vous me dites qui il a rencontré, soit je commence à passer des appels à tous les journalistes de cette ville sur la façon dont une société de conseil pourrait être liée à sa mort. Le masque professionnel de la réceptionniste a glissé un instant. Veuillez patienter ici. Elle a disparu par une porte derrière son bureau. Je suis resté dans la réception, le cœur battant, me demandant si je venais de commettre une terrible erreur. 5 minutes plus tard, un homme est sorti. La cinquantaine, costume cher. Le genre de visage qui avait passé des années à apprendre à ne rien révéler. Madame May, je suis Richard Kovacs, associé principal. Veuillez venir dans mon bureau. Son bureau donnait sur la ville. Tout en fenêtre et en puissance. Il m'a fait signe de m'asseoir mais est resté debout. Un subtil jeu de domination. Je suis vraiment désolé pour votre fils, dit-il. Eric était un homme brillant. Vous le connaissiez. Nous nous sommes rencontrés une fois il y a 3 semaines, comme vous l'avez dit. Il est venu pour discuter d'une proposition d'affaires. Quel genre de proposition? Kovacs se dirigea vers son bureau, prit un dossier, le reposa sans l'ouvrir. Madame May, avant de continuer, j'ai besoin de comprendre ce que vous savez sur le travail de votre fils. Je sais qu'il traitait des enfants atteints de cancer. Je sais qu'il le faisait en dehors des canaux officiels, et je sais que quelqu'un menace de dénoncer l'opération. Les sourcils de Kovacs se haussèrent légèrement. Vous êtes remarquablement bien informé. Je suis sa mère et je possède la propriété maintenant. Alors dites-moi ce qu'il voulait de vous. Kovacs s'assit enfin, joignant les doigts. Eric est venu nous voir parce que Meridian se spécialise dans l'introduction de traitements médicaux expérimentaux dans les circuits traditionnels. Nous travaillons avec des sociétés pharmaceutiques, des hôpitaux, des agences de réglementation. Nous naviguons dans le processus d'approbation de la FDA, nous obtenons des financements, nous gérons des essais cliniques. Eric voulait légitimer son protocole de traitement. Il voulait le rendre public. Pas exactement. Il voulait une protection.
Il savait que ce qu'il faisait était légalement discutable, mais il croyait que son traitement fonctionnait. Il voulait notre aide pour le faire approuver afin de pouvoir continuer à traiter les enfants sans crainte de poursuite. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que ce serait cher et long. Les essais cliniques seuls coûteraient des millions et prendraient des années. Le processus de la FDA est délibérément lent. Pendant ce temps, il devrait cesser de traiter les patients ou risquer des accusations criminelles si nous rendions publiques ses activités passées et que les autorités commençaient à enquêter. Il a dû détester ça. Il l'a fait. Il a dit que des enfants mouraient pendant que nous remuions de la paperasse. Que notre système privilégiait le profit à la vie. Kovacs sourit finement. Il n'avait pas tort. Alors pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux vous faire la même offre. Le protocole de traitement de votre fils a du potentiel. Un réel potentiel. Si vous travaillez avec nous, nous pouvons légitimer l'opération, vous protéger légalement et potentiellement aider des milliers d'enfants au lieu de quelques dizaines. Cela semblait parfait. Trop parfait. Quel est le piège? Pas de piège. Nous le structurerions comme un partenariat. Vous fournissez le protocole et les données. Nous fournissons l'expertise réglementaire et le financement. Finalement, si l'approbation de la FDA est obtenue, nous accorderions une licence pour le traitement aux sociétés pharmaceutiques. Tout le monde en profite, tout le monde est protégé. Et les enfants actuellement en traitement devraient être transférés aux soins conventionnels pendant le processus d'approbation. Nous ne pouvons pas avoir de patients actifs dans une installation non autorisée alors que nous cherchons l'approbation de la FDA. Cela saperait toute la demande. Voilà. Vous voulez que je ferme l'installation temporairement jusqu'à ce que nous naviguions dans le processus réglementaire? Des enfants mourront. Certains enfants pourraient mourir, corrigea Kovacs. Mais des milliers d'autres pourraient vivre une fois que le traitement sera approuvé et disponible dans tout le pays. N'est-ce pas un sacrifice qui en vaut la peine? Je me suis levé. Mon fils vous a dit non, n'est-ce pas? Il avait besoin de temps pour y réfléchir. Il vous a dit non, répétai-je. Et 3 jours plus tard, il était mort. L'expression de Kovacs se durcit. Madame May, je comprends votre deuil, budétait sa serious accusation. It's not en accusation. It's en observation. He moved towards the door. Thank you for your time. Elizabeth, may I call you Elizabeth? Think about what you're protecting. A handful of children in an illegal facility versus a treatment that could be available in every children's hospital in America. Your son was too emotional to see the big picture. I hope you're not. Je suis parti sans répondre. Dans l'ascenseur, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper à la rampe. L'offre de Kovacs semblait légitime, voire altruiste. Mais quelque chose clochait. Le timing, la pression, la façon dont il avait écarté la vie de 4 enfants comme des pertes acceptables. J'étais à mi-chemin du retour à Mendocino quand le docteur Gregory a appelé. Elisabeth, où es-tu? Je rentre. J'ai découvert qui Eric a rencontré. Je t'expliquerai en arrivant. Tu dois venir vite. Nous avons un problème. Mon estomac se noie. Les enfants? Les enfants vont bien. Mais Julie Reeves, la mère de Maxine, elle dit que nous devons partir. Elle a reçu un appel de son ex-mari. Il menace de nous signaler au service de protection de l'enfance si elle ne ramène pas Maxine à la maison immédiatement. Pour quel motif? Il prétend qu'elle met Maxine en danger en la gardant dans une installation médicale non autorisée. Il dit qu'il a consulté des avocats, qu'il pourrait obtenir la garde exclusive sur cette base. Comment l'a-t-il découvert? C'est ce que nous essayons de comprendre. Julie jure qu'elle ne lui a rien dit. Il n'a pas été impliqué dans la vie de Maxine depuis 2 ans. Soudain, il appelle, profère des menaces, se comporte comme le père concerné de l'année. Quelqu'un l'a contacté, dis-je. Quelqu'un lui a dit où trouver un levier. C'est ce que nous pensons aussi. Mais Elisabeth, s'il va jusqu'au bout, si les services de protection de l'enfance se présentent, nous ne pouvons pas cacher 4 enfants. L'établissement serait exposé. Les autres familles paniqueraient. Tout s'effondrerait. Je suis à 2 heures de route. Peux-tu calmer Julie jusqu'à mon arrivée? Je peux essayer. Mais elle est terrifiée à l'idée de perdre Maxine. Dis-lui que j'arrive. Dis-lui que nous allons trouver une solution.
J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, regardant le compteur de vitesse grimper. Mon téléphone a de nouveau sonné. Martin Gérard. Cette fois, Elisabeth, je viens de recevoir un appel très étrange. Un homme prétendant être du conseil médical de Californie me posant des questions sur une propriété que vous avez récemment héritée dans le comté de Mendocino. Demandant spécifiquement s'il y avait eu du matériel médical ou des fournitures transférées avec la propriété. Que lui avez-vous dit? Que je ne pouvais pas discuter des affaires de mes clients. Mais Elisabeth, ce n'est pas bon. Le conseil médical ne fait pas d'enquêtes informelles. Ils enquêtent sur la base de plaintes formelles. Quelqu'un a déposé une plainte ou quelqu'un veut nous faire croire qu'il l'a fait. Le numéro d'où il a appelé, j'ai essayé de rappeler, déconnecté, tout comme cet appel du département de la santé publique. D'autres téléphones prépayés. D'autres menaces intraçables. Martin, j'ai besoin que vous fassiez des recherches sur quelque chose. Une société appelée Meridian Strategic Partners à San Francisco. Découvrez qui la possède, qui la finance, quelle est leur véritable activité. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont liés à la mort d'Eric. Et je pense qu'ils intensifient leurs actions. De retour à la maison, j'ai trouvé Julie Reeves en larmes. Maxine s'accrochait à elle. Le docteur Gregory et le docteur Morrison se tenaient à proximité, l'air impuissant. Il dit qu'il aura la police ici demain, sanglotait Julie. Il dit que Maxine a été kidnappée, que je suis impliqué dans une fraude médicale. Il a demandé la garde d'urgence. Je me suis agenouillé à côté du lit de Maxine. La petite fille avait l'air terrifiée, son amélioration des dernières semaines soudainement fragile face à cette nouvelle menace. Julie, regarde-moi, dis-je fermement. Ton ex-mari est-il du genre à développer soudainement une préoccupation parentale? Non, il est parti quand Maxine a été diagnostiquée. Il a dit qu'il ne pouvait pas le supporter. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 2 ans, sauf des demandes pour mettre fin à la pension alimentaire. Alors, quelqu'un l'a convaincu que c'était une opportunité. De l'argent peut-être, ou un levier pour quelque chose d'autre qu'il veut. Mais le timing, juste après les menaces, juste après ma visite à San Francisco, ce n'est pas une coïncidence. Que faisons-nous? Nous bluffons. S'il demande la garde d'urgence, il devra en préciser les motifs. Il devra admettre qu'il sait que Maxine est ici, ce qui signifie admettre qu'il a été informé d'une installation médicale illégale et qu'il ne l'a pas signalée immédiatement. Cela le rend complice. Le docteur Morrison fronça les sourcils. C'est risqué. Si ça va au tribunal. Ça n'ira pas au tribunal parce que je vais l'appeler tout de suite et lui expliquer exactement dans quoi il s'est engagé. Julie me donna le numéro avec des mains tremblantes. J'ai composé, mettant le téléphone sur haut-parleur. Un homme a répondu à la 2e sonnerie. Ouais. Monsieur Reeves. Mon nom est Elisabeth May. Je suis la propriétaire de la propriété où votre fille séjourne actuellement. L'hôpital illégal. Je sais tout. Vous allez en prison, madame. Peut-être. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passera avant cela. Lorsque vous déposerez votre demande de garde, vous devrez fournir des preuves de l'emplacement de Maxine. Ces preuves vous ont été données par quelqu'un. Appelons-le un tiers. Votre avocat devra divulguer comment vous avez obtenu ces informations. Ont-elles été obtenues légalement? Ce tiers peut-il témoigner sans s'incriminer? Avez-vous envisagé que vous pourriez faire partie d'un complot visant à exposer une installation médicale, ce qui pourrait vous rendre pénalement responsable? Silence. De plus, continuai-je, les dossiers médicaux de Maxine feront partie de l'audience de garde. Ces dossiers montreront qu'elle était mourante quand elle est arrivée ici il y a 3 mois. Ils montreront qu'elle s'améliore maintenant. Un juge voudra savoir pourquoi vous essayez de la retirer d'un traitement qui fonctionne. Se pourrait-il que vous soyez payé pour le faire? Je ne le suis pas. Personne ne me paie. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, après 2 ans d'abandon de votre fille, vous souciez-vous soudainement de son traitement médical? Plus de silence. Puis, quelqu'un m'a appelé. M'a dit que Julie avait Maxine dans une sorte d'établissement de charlatans. M'a dit que je devais savoir. Qui vous a appelé? Je ne sais pas. Numéro bloqué. Ils ont dit que si je ne faisais rien, si Maxine mourait dans cet endroit, je serais responsable. Et ils ont suggéré de demander la garde.
Ils ont dit que c'était le seul moyen de la protéger. Monsieur Reeves, vous êtes manipulé. Quelqu'un vous utilise pour fermer cet établissement. Si vous poursuivez cette demande de garde, vous perdrez. Pire, vous vous exposerez à une responsabilité légale. Mais si vous appelez votre avocat tout de suite et que vous retirez la demande, en prétendant que vous agissiez sur la base de fausses informations, cela se terminera tranquillement. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que Maxine s'améliore. Parce que Julie a été une meilleure mère que nous ne pourrions jamais l'être. Et parce que celui qui vous a appelé ne se soucie pas de votre fille, il se soucie de nous faire fermer. Ne les laissez pas vous utiliser. Une longue pause. Je dois y réfléchir. Vous avez jusqu'à demain matin. Après cela, je vais moi-même à la police et je signale que quelqu'un utilise le harcèlement et de fausses accusations pour interférer avec un traitement médical. Je leur fournirai tout. Les appels téléphoniques mystérieux, les menaces, votre implication soudaine. Laissons-les remonter jusqu'à la personne derrière tout ça. J'ai raccroché. Julie me fixait. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais nous venons de bluffer quelqu'un. Maintenant, nous verrons comment il réagit. Le téléphone du docteur Grégory a vibré. Elle a regardé l'écran et son visage est devenu blanc. Elisabeth, vous devez voir ça maintenant. Elle m'a montré un email envoyé d'un compte anonyme à tous les membres de notre équipe simultanément. Vous avez eu votre avertissement. Puisque vous avez choisi de l'ignorer, nous allons de l'avant. Le Conseil médical de Californie recevra un rapport complet demain matin détaillant l'activité médicale non autorisée à la propriété de Mendocino. Le FBI recevra des informations sur l'approvisionnement illégal de médicaments. La police locale sera informée des préoccupations de mise en danger d'enfants. D'ici demain à la même heure, Elisabeth May sera en état d'arrestation. Les enfants seront sous la garde de l'État, et cette opération illégale sera définitivement fermée. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Vous auriez dû accepter l'accord. Le docteur Morrison a lu par-dessus mon épaule. L'accord? Ils veulent dire Méridian. Kovacs, dis-je doucement. Il a fait l'offre ce matin. Quand j'ai refusé, il a activé le plan B. Que faisons-nous? Demanda le docteur Grégory. S'ils font un rapport demain, alors nous faisons un rapport ce soir. D'abord. J'ai sorti mon téléphone. Nous documentons tout. Chaque traitement, chaque succès, chaque enfant que nous avons aidé. Nous prenons de l'avance sur le récit. Elisabeth, si nous rendons ça public, nous serons arrêtés, a dit le docteur Morrison, nous tous. Peut-être. Ou peut-être que si nous racontons l'histoire correctement, si nous montrons ce qu'Eric a accompli, si nous en faisons une histoire sur les enfants plutôt que sur les technicalités légales, peut-être que l'opinion publique nous protégera assez longtemps pour que ça compte. C'est un énorme pari, a dit le docteur Grégory. Ne rien faire aussi. J'ai regardé les visages de mon équipe, effrayés, épuisés, mais toujours déterminés. Eric et Rebecca n'ont pas construit cet endroit en jouant la sécurité. Ils l'ont construit en croyant que la vie de certains enfants importait plus que les règles bureaucratiques. Je ne laisserai pas leur travail se terminer parce que quelqu'un veut en tirer profit. J'ai cherché dans mes contacts et j'ai trouvé le numéro de la seule journaliste que j'avais rencontrée il y a des années, quelqu'un qui avait écrit avec sympathie sur le cas d'Edith. Catherine, c'est Elisabeth May. J'ai une histoire pour vous. Une grosse. Mais j'ai besoin qu'elle soit publiée demain matin avant que quiconque d'autre ne puisse contrôler le récit. À quel point grosse? Assez grosse pour changer la façon dont nous traitons le cancer infantile dans ce pays. Assez grosse pour que des gens essaient de vous empêcher de la publier. Êtes-vous intéressé? Une pause. Je vous écoute. Bien, parce que je suis sur le point de vous parler d'un hôpital secret dirigé par 2 médecins morts dans des circonstances suspectes qui a sauvé la vie d'enfants pendant 5 ans pendant que les compagnies pharmaceutiques et les agences fédérales regardaient ailleurs. J'ai parlé pendant 1 heure, exposant tout. Quand j'ai fini, Catherine est restée silencieuse un long moment. Elisabeth, si je publie ça, vous serez arrêtée. Je sais. Vous pourriez tout perdre. J'ai déjà perdu mon fils. Je ne perdrai pas son héritage aussi. D'accord, envoyez-moi tout ce que vous avez. Je l'aurai prêt pour le matin. J'ai raccroché et j'ai regardé le docteur Grégory et le docteur Morrison. Demain, tout change. Ce soir, nous mettons chaque élément de preuve que nous avons entre les mains de Catherine, chaque histoire de succès,
chaque dossier de traitement, chaque enfant que nous avons sauvé. S'ils veulent nous fermer, ils le feront devant le monde entier. Et les enfants? Demanda doucement Julie, qu'est-ce qui leur arrive? J'ai regardé Maxine, dormant paisiblement dans son lit, sa mère lui tenant la main. Ça, dis-je, ça dépend de ce que le monde décidera que nous méritons. L'article de Catherine a été mis en ligne à 6 heures du matin sur le site du San Francisco Chronicle. Le titre, Un hôpital secret a sauvé des enfants mourant alors que le système les abandonnait. Puis ses fondateurs sont morts mystérieusement. À 7 heures, mon téléphone sonnait sans arrêt. Le premier appel venait de Martin Gérard. Elisabeth, qu'as-tu fait? Ce que je devais faire. L'as-tu lu? Tout le monde le lit. C'est déjà en tendance sur les réseaux sociaux. Mais Elisabeth, tu t'es mise une cible dans le dos. Le conseil médical n'aura d'autre choix que d'enquêter maintenant. Le FBI, la DEA, ils viendront tous. Qu'ils viennent. Au moins maintenant le monde sait pourquoi. Le deuxième appel venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Madame May, ici l'agent Torres du bureau de terrain du FBI de San Francisco. Nous devons vous parler d'allégations d'approvisionnement illégal de médicaments et de pratiques médicales non autorisées. Je serai heureuse de vous parler. Je n'ai rien à cacher. Nous envoyons des agents à la propriété de Mendocino ce matin. J'ai besoin que vous y restiez et que vous vous assuriez qu'aucune preuve ne soit détruite. La seule preuve ici, ce sont des enfants qui vont mieux. Venez voir par vous-même. J'ai raccroché et j'ai trouvé le docteur Gregory et le docteur Morrison dans la cuisine, tous deux regardant leur téléphone avec des expressions mêlées de terreur et d'étonnement. Nous sommes le deuxième sujet le plus discuté sur Twitter, a déclaré le docteur Gregory. Juste après un divorce de célébrité. Les gens nous appellent des héros. Ils nous appellent aussi des criminels. Vérifiez vos emails, a dit sombrement le docteur Morrison. Le conseil médical a envoyé des avis officiels. Nous sommes tous sous enquête. Ils ont suspendu ma licence médicale en attendant l'examen. Celle de Clara aussi. À quelle vitesse ont-ils agi là-dessus, ai-je demandé. L'email est horodaté à 5h17 du matin, avant même la publication de l'article. La mâchoire du docteur Morrison se crispa. Ils avaient préparé ces avis à l'avance. Ils attendaient. Méridian, dis-je. Ils ont dit au conseil médical de tout préparer. L'article n'a fait que déclencher le piège qu'ils avaient déjà tendu. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Richard Kovacs est apparu à l'écran. J'ai répondu sur haut-parleur. Monsieur Kovacs. Elisabeth, vous avez fait une terrible erreur. Vraiment? Parce que de là où je suis, le monde sait maintenant ce que mon fils a accompli. Ils savent que des enfants sont en vie grâce à lui. Ce n'est pas une erreur. C'est son héritage. Son héritage sera celui d'un criminel qui a mis des enfants en danger avec des traitements non approuvés. Pensez-vous que le public se souviendra de votre histoire touchante après que le conseil médical aura publié ses conclusions? Après que le FBI vous aura arrêté, après que ces enfants auront été retirés de vos soins et que les médias rapporteront qu'ils ont été victimes de fraude médicale? Est-ce votre plan? Contrôler le contre-récit? Ce n'est pas un plan. C'est la réalité. Vous auriez pu avoir une protection, une légitimité, une voie à suivre. Au lieu de cela, vous avez choisi le spectacle public. Maintenant, vous en subirez les conséquences. Nous verrons. J'ai raccroché. Mais ces mots me hantaient. Il avait raison sur une chose. Rendre cela public avait déclenché une bataille que je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Le conseil médical, le FBI, les agences de réglementation, ils avaient tous la loi de leur côté. J'avais un article de journal et la sympathie du public. Serait-ce suffisant? Julie est apparue dans l'embrasure de la porte, Maxine dans ses bras. La petite fille avait l'air effrayée. Madame May, il y a des gens dehors. Avec des caméras. J'ai regardé par la fenêtre. 3 camionnettes de presse étaient garées sur la route. Des journalistes installaient leur matériel. En 1 heure, nous étions passés du secret au spectacle. Reste à l'intérieur avec Maxine, ai-je dit à Julie. Ne parle à personne pour l'instant. Laisse-moi m'en occuper. Je suis sorti sous un barrage de questions. Madame May, est-il vrai que vous dirigez un hôpital non autorisé? Combien d'enfants sont actuellement sous vos soins?
Saviez-vous que les activités de votre fils étaient illégales? J'ai levé la main pour demander le silence. Je vais faire une seule déclaration, puis je vous demanderai de partir. Il y a 4 enfants à l'intérieur de cette maison qui se battent pour leur vie. Ils sont venus ici après que le système médical conventionnel les ait abandonnés. Mon fils et ma belle-fille ont développé un protocole de traitement qui a aidé plus de 60 enfants en 5 ans. Oui, il fonctionnait en dehors des canaux officiels. Oui, cela le rend légalement compliqué. Mais les enfants qui ont survécu, qui sont en vie en ce moment grâce à cet endroit, ils ne se soucient pas des technicalités légales. Leur famille ne s'en soucie pas. Elle se soucie de l'espoir. C'est ce qu'Eric et Rebecca leur ont donné. C'est ce que j'essaie de protéger. Dites-vous que l'establishment médical a laissé tomber ses enfants? Je dis que le système a des lacunes. Des enfants passent à travers. Mon fils a essayé de les rattraper. Le conseil médical dit que vous mettez des enfants en danger avec des traitements non prouvés. Le conseil médical n'a jamais visité cet établissement. Ils n'ont jamais examiné ces enfants. Ils n'ont jamais regardé nos taux de réussite. Quand ils le feront, je crois qu'ils trouveront que ce que nous faisons ici fonctionne. S'il est illégal de sauver la vie d'enfants, alors la loi doit changer. Je me suis retourné et je suis rentré. Derrière moi, les journalistes criaient d'autres questions, mais j'ai fermé la porte sur eux. Le docteur Gregory regardait par la fenêtre. C'était soit très courageux, soit très stupide. Probablement les deux. Quelle est la situation avec les autres familles? Le père de Marcus veut le retirer. Il a peur des conséquences juridiques. La mère de Thomas reste, mais elle est terrifiée. Les parents de Lily n'ont pas encore décidé. Nous nous fragmentons, a dit le docteur Morrison, exactement ce qu'il voulait. Nous diviser, effrayer les familles, faire en sorte que tout le monde se disperse avant que nous puissions monter une défense. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était ma fille Rachel qui appelait de Seattle. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je vois ton visage partout aux infos. Quelque chose à propos d'un hôpital illégal. Rachel, je peux t'expliquer. Tu as hérité de la maison d'Eric il y a une semaine, et maintenant tu diriges une sorte de clinique clandestine contre le cancer. As-tu perdu la tête? Ton frère sauvait la vie d'enfants. Mon frère est mort, et maintenant tu vas finir en prison parce que tu ne peux pas laisser tomber la folie qu'il faisait. Maman, tu as 63 ans. Tu devrais prendre ta retraite, pas te faire arrêter pour fraude médicale. Ces enfants ont besoin d'aide. Ces enfants ont des parents. Laisse-les prendre leurs propres décisions. Tu n'as pas à sauver tout le monde, surtout quand ça signifie te détruire toi-même. Rachel, je descends ce soir, et nous allons trouver comment te sortir de ce pétrin avant qu'il ne soit trop tard. Elle a raccroché avant que je puisse argumenter. Des problèmes de famille, demanda doucement le docteur Gregory. Ma fille pense que j'ai perdu la tête. L'avez-vous? Je l'ai regardée. Cette femme courageuse qui avait risqué sa carrière pour travailler ici, qui avait suspendu sa licence et probablement détruit son avenir professionnel. Tout ça pour traiter des enfants que personne d'autre ne voulait aider. Probablement, ai-je admis, mais je suis en bonne compagnie. Le FBI est arrivé à midi. 3 agents dirigés par l'agent Torres, une femme d'une 40aine d'années avec des yeux perçants et une attitude pragmatique. Madame May, nous avons un mandat pour perquisitionner ces locaux et saisir tout équipement médical, médicaments et dossiers de patients. Avez-vous un mandat pour parler aux enfants, pour voir ce que mon fils a accompli? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors laissez-moi vous montrer quand même. Je les ai conduits à l'étage où Maxine lisait un livre, semblant en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Voici Maxine. Il y a 3 mois, elle était mourante. Son hôpital l'a renvoyée à la maison avec des instructions de soins palliatifs. Maintenant, regardez-la. L'agent Torres jeta un coup d'œil à Maxine, son expression soigneusement neutre. Madame May, je ne suis pas ici pour évaluer les résultats médicaux. Je suis ici pour enquêter sur des crimes fédéraux. Quels crimes spécifiquement? Pratiques médicales non autorisées, approvisionnement illégal de substances contrôlées, possiblement fraude postale et fraude électronique liée à la manière dont vous avez obtenu des fournitures médicales, et potentiellement homicide involontaire si nous déterminons que vos traitements ont nui à quelqu'un. Homicide involontaire. Chaque enfant ici s'est amélioré. C'est aux experts médicaux de le déterminer, pas à vous. Elle fit un geste à ses collègues agents.
Commencez à tout documenter. Je veux des photographies, du matériel, des numéros de série, un inventaire complet des médicaments. Ils ont travaillé pendant 3 heures, cataloguant tout. Je les ai regardés emballer et étiqueter l'équipement qu'Eric avait soigneusement sélectionné, les médicaments qu'il avait obtenus par des canaux parallèles, les dossiers qu'il avait méticuleusement tenus. Il démantelait l'œuvre de sa vie, pièce par pièce. Quand ils sont finalement partis, ils ont emporté 12 boîtes de preuves et m'ont remis une assignation à comparaître devant un grand jury fédéral. Ne quittez pas l'État, a dit l'agent Torres à la porte. Et Madame May, prenez un avocat, un bon. Après leur départ, j'ai trouvé le docteur Morrison dans le bureau d'Eric, fixant les étagères vides où se trouvaient les dossiers. Ils ont tout pris, dit-il doucement. Toutes nos données, toutes nos preuves de ce qui fonctionne. Comment continuer le traitement sans accès à nos propres protocoles? Nous nous souvenons, dis-je, vous et le docteur Gregory connaissez ces traitements. Vous les avez administrés pendant des années. La connaissance est dans vos têtes, pas dans ces boîtes. Mais les médicaments, ils ont pris presque tout notre stock. Nous pouvons étirer ce qui est pré-préparé pendant environ 3 jours pour les enfants actuellement en traitement. Après ça, nous en trouverons d'autres. Nous contacterons les fournisseurs d'Eric. Nous utiliserons son réseau. Nous. Elisabeth, docteur, Morrison se tourna vers moi. Les fournisseurs d'Eric sont partis. J'ai essayé toute la journée. Ils ont tous peur, tous refusent de travailler avec nous maintenant que c'est public. Nous sommes seuls. La réalité de notre situation m'a frappé. Ensuite, nous avions des enfants qui dépendaient de nous, mais pas de médicaments. Nous avions des connaissances médicales, mais pas de licence pour pratiquer. Nous avions l'attention du public, mais cela nous transformait en cible plutôt qu'en héros. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Vérifiez vos comptes bancaires. J'ai ouvert mon application bancaire et je me suis figé. Mes comptes avaient été gelés. Tous. Un avis expliquait, compte sous enquête pour blanchiment d'argent et fraude. Il coupe notre financement, dis-je à voix haute. Il s'assure que nous ne pouvons pas acheter de fournitures même si nous trouvions des fournisseurs. Le docteur Gregory est apparu dans l'embrasure de la porte. Elisabeth, le père de Marcus vient de le prendre, de faire ses valises et de partir. Il a dit qu'il ne pouvait pas risquer que les services de protection de l'enfance prennent la garde. Il ne peut pas risquer la responsabilité légale. Il nous a remerciés, mais il protège sa famille. Je comprends. Cela laisse 3 enfants. Et la mère de Thomas vient de me demander combien de temps nous pouvons garantir les médicaments. Je ne savais pas quoi lui dire. Je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur l'océan. En bas de la colline, je pouvais voir des journalistes toujours campés, attendant leur prochain article. Quelque part là dehors, Richard Kovacs regardait cela se dérouler, probablement satisfait de la rapidité avec laquelle nous nous effondrions. Derrière moi, mon téléphone a de nouveau sonné. Rachel, cette fois. Maman, j'ai parlé à des avocats. Ils disent que tu dois arrêter ça immédiatement, coopérer pleinement avec les enquêteurs et te distancer de tout ce qu'Eric faisait. Si tu fais ça, il pourrait réduire les charges. Tu pourrais éviter la prison. Et les enfants? Les enfants ne sont pas ta responsabilité. Leurs parents peuvent les emmener dans de vrais hôpitaux où ils seront renvoyés chez eux pour mourir, comme avant. Peut-être, mais ce n'est pas à toi de faire ce choix. Maman, s'il te plaît. Je ne peux pas te perdre aussi. Pas après Eric. S'il te plaît, laisse tomber. J'ai fermé les yeux. Ma fille avait raison. Cela me détruisait. Mes comptes étaient gelés. Ma liberté était menacée. Et je risquais tout pour des enfants que je connaissais depuis moins d'1 semaine. Mais je continuais à voir le visage de Maxine. La façon dont elle souriait quand elle parlait de ses dessins. L'espoir dans les yeux de Julie quand elle regardait sa fille et voyait un avenir au lieu d'une fin. Je ne peux pas, ai-je dit à Rachel. Je suis désolé, mais je ne peux pas, alors tu es seule. Je ne vais pas te regarder gâcher ta vie pour ça. Elle a raccroché. Le docteur Gregory a posé une main sur mon épaule. Elle reviendra. Peut-être. Ou peut-être qu'elle a raison et que je suis stupide. Stupide serait d'abandonner maintenant. Nous ne sommes pas encore vaincus. Mais nous perdions. Je pouvais le sentir. Chaque heure apportait une nouvelle pression.
Légale, financière, personnelle. Méridian était doué pour ça. J'ai réalisé qu'il ne menaçait pas seulement directement. Il serrait de tous les côtés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien avec quoi se battre. À l'heure du dîner, Martin Gérard a appelé. Elisabeth, je dois démissionner en tant que votre avocat. Pourquoi? Parce que le barreau de Californie vient d'ouvrir une enquête éthique sur moi. Quelqu'un a déposé une plainte disant que je vous ai aidé à établir une opération médicale illégale, que je connaissais les activités d'Eric et que je n'ai pas signalé. C'est sans fondement, mais me défendre contre cela me coûtera des mois et des milliers de dollars en frais de justice. Je suis désolé, mais je ne peux pas me permettre d'être associé à cette affaire. Je comprends. Merci d'avoir été honnête. Elisabeth. Pour ce que ça vaut. Ce que vous faites est extraordinaire, mais parfois extraordinaire ne suffit pas. Après qu'il ait raccroché, je me suis assise dans le bureau vide, entouré du fantôme du travail de mon fils, et je me suis demandé s'il s'était senti ainsi dans ces derniers jours, entouré d'ennemis, à court d'options, regardant tout ce qu'il avait construit commencer à s'effondrer. Est-ce pour cela qu'il était sorti sur le bateau ce jour-là? Avait-il fui cette même pression, ce même étau? Ou avait-il couru vers quelque chose, une réunion, une confrontation, une dernière tentative désespérée pour protéger ce qu'il avait construit? Le docteur Morrison m'a trouvé une heure plus tard, toujours assise dans le noir. Elisabeth, nous devons prendre une décision. La mère de Thomas veut partir. Elle a peur de ce qui se passera si elle reste. Cela ne laisserait que Maxine et Lily. Et sans médicaments, sans financement, sans protection légale, nous ne pouvons pas continuer ainsi beaucoup plus longtemps. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous devons peut-être accepter la défaite, fermer gracieusement, mettre les familles en sécurité et vivre pour nous battre un autre jour. Vous pourriez travailler à faire approuver les protocoles d'Eric par des canaux légitimes. De la manière suggérée par Kovacs? Kovacs a orchestré tout cela. Il a tué mon fils et maintenant il détruit son travail. Vous ne le savez pas avec certitude. J'en sais assez. Alors prouvez-le. Mais vous ne pouvez rien prouver si vous êtes en prison. Si les enfants sont dispersés. Si nous sommes tous trop brisés pour continuer. Parfois, la retraite est le choix intelligent. Je voulais argumenter, mais en regardant son visage épuisé, les décombres de ce que nous avions essayé de construire, je me suis demandé s'il avait raison. Peut-être était-il temps de laisser tomber. Puis mon téléphone a vibré une dernière fois. Un email de Catherine, la journaliste. Elisabeth, vous devez voir ça. J'ai enquêté sur Méridian. Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé. La pièce jointe était un document de dépôt d'entreprise. Mes mains tremblaient en le lisant. Meridian Strategic Partners était une filiale de Pharmacor Industries, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du pays. La même société qui fabriquait les médicaments de chimiothérapie standard utilisés dans le traitement du cancer infantile. La même société qui perdrait des milliards si un traitement alternatif moins cher et plus efficace devenait largement disponible. Et le PDG de la division oncologie de Pharmacor, un homme nommé Robert Gregory, le frère du docteur Clara Gregory. Je levai les yeux vers le docteur Morrison. Nous n'avons pas encore fini. Nous venons de trouver notre preuve. Je fixai le document sur l'écran de mon téléphone, le lisant 3 fois pour être sûr de bien comprendre. Puis je regardai le docteur Morrison. Allez chercher le docteur Gregory maintenant. Clara Gregory arriva en quelques minutes, le visage tiré par l'épuisement. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui tendis mon téléphone sans un mot, regardai ses yeux parcourir l'écran, la compréhension poindre, son visage pâlir. Robert, murmura-t-elle. Mon frère est derrière tout ça. Tu ne savais pas? Nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. Pas depuis que j'ai quitté Pharmacor pour travailler avec Eric et Rebecca. Elle s'affaissa dans un fauteuil. Il était furieux quand j'ai démissionné. Il a dit que je gâchais ma carrière, que les traitements alternatifs étaient de la pseudoscience. Mais ça, utiliser Méridian pour nous détruire, je n'aurais jamais imaginé. Il a des milliards de raisons, dit tranquillement le docteur Morrison. Si le protocole d'Eric était devenu grand public, il aurait rendu obsolète toute la gamme de médicaments d'oncologie pédiatrique de Pharmacor. Alors, il les a tués. Les mots sortirent de ma bouche, calmes, certains. Il a découvert ce qu'Eric faisait, lui a proposé un accord par l'intermédiaire de Méridian, et quand Eric a refusé, il les a fait tuer. Elisabeth, c'est
Le docteur Grégory s'arrêta. C'est un meurtre. Il nous faudrait des preuves. Alors nous obtiendrons des preuves. Je me levai, l'esprit soudainement clair. Pendant des jours, j'avais réagi, défendu, me suis débattu. Maintenant, il était temps d'attaquer. L'article de Catherine a attiré leur attention. Maintenant, nous allons donner au monde quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Nous allons prouver que Pharma a orchestré toute cette campagne pour protéger leurs profits. Comment ? Demanda le docteur Morrison. En les faisant avouer. Ce soir. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Richard Kovacs. Il répondit immédiatement. Elisabeth, prête à accepter la réalité ? Je suis prête à vous rencontrer ce soir. 20h, votre bureau. Une pause. Pourquoi ce changement d'avis soudain ? Parce que vous gagnez. Le FBI a tout pris. Mes comptes sont gelés. Les familles partent. Je ne peux plus me battre. Vous aviez raison. J'aurais dû accepter l'accord quand j'en avais l'occasion. Et maintenant ? Maintenant, je veux savoir si une version de cet accord existe toujours. S'il y a un moyen de sauver quelque chose de ce désastre, de protéger les enfants qui sont encore ici et peut-être de continuer le travail d'Eric par des canaux légitimes. Une autre pause. Je pouvais presque l'entendre calculer, peser si c'était une reddition sincère ou un piège. Venez seul, dit-il finalement, pas d'avocat, pas de journaliste, pas de micro. Nous parlerons. D'accord. J'ai raccroché et j'ai regardé le docteur Grégory et le docteur Morrison. Je n'y vais pas seul et je porte définitivement un micro. Le docteur Grégory secoua la tête. Elisabeth, c'est de la folie. Si Kovacs est assez dangereux pour avoir tué Eric, alors il est assez arrogant pour s'en vanter quand il pense avoir gagné. Les hommes comme lui ne peuvent pas résister à expliquer à quel point ils ont été intelligents. Je sortis l'ordinateur portable d'Eric. Avant que le FBI ne fasse une descente. Avez-vous sauvegardé les dossiers des patients ? Tout est sur un serveur cloud crypté. Ils ont pris les copies physiques, mais les données existent toujours. Bien. Donnez-moi l'accès. Je veux chaque histoire de succès, chaque résultat de traitement, chaque élément de preuve que le protocole d'Eric fonctionne. Catherine en aura besoin. Pourquoi ? Pour l'article qui paraîtra demain matin, juste après que j'aurai obtenu les aveux de Kovacs ce soir. À 19h30, je me tenais devant la tour de verre dans le quartier financier de San Francisco. Le docteur Morrison était dans une voiture de l'autre côté de la rue, écoutant à travers le microphone scotché sur ma poitrine. Catherine était dans un café à 2 pâtés de maison, prête à publier tout ce que nous enregistrerions. Le docteur Grégory avait voulu venir, mais j'avais refusé. Si son frère était impliqué, j'avais besoin qu'elle soit loin de cette confrontation. Certaines choses étaient trop personnelles. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 18e étage. Les bureaux de Méridian étaient sombres, à l'exception d'une seule lumière dans le bureau d'angle de Kovacs. La porte n'était pas verrouillée. Il était assis derrière son bureau, l'air détendu, confiant. « Elisabeth, je suis content que vous ayez repris vos esprits. » Mes esprits ou mon point de rupture. Je m'assis en face de lui. Ne prétendons pas que ce n'est rien d'autre qu'une défaite. Vous m'avez détruite en moins d'une semaine. Je vous ai donné des options. Vous avez mal choisi. J'ai choisi l'héritage de mon fils. Mais je ne peux aider personne depuis la prison. Et je ne peux pas traiter les enfants sans ressources. Alors me voilà. Dites-moi ce qui se passe ensuite. Kovacs se pencha en arrière dans son fauteuil. Pharmacor est prêt à offrir un règlement généreux. Nous créerons une fondation au nom d'Eric pour étudier les traitements contre le cancer pédiatrique. Vous serez indemnisé pour la propriété et l'équipement. Les enfants actuellement sous vos soins seront transférés dans des établissements appropriés. Vous voulez dire qu'ils seront renvoyés chez eux pour mourir. Ils recevront les meilleurs soins conventionnels disponibles. Et en échange, vous signerez un accord de non-divulgation complet. Vous ne discuterez pas des protocoles d'Eric. Vous ne donnerez pas d'interview. Vous ne poursuivrez aucune action en justice liée à sa mort ou à l'enquête sur vos activités. Combien, excusez-moi, combien Pharmacor me paie-t-il pour oublier que mon fils a été assassiné ? L'expression de Kovacs n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Votre fils est mort dans un accident de bateau. Mon fils est mort 3 jours après avoir refusé votre offre.
Mon fils, qui avait une peur bleue du mauvais temps, a somehow décidé de naviguer dans une tempête. Mon fils et ma belle-fille, qui avaient des ecchymoses compatibles avec des liens sur leur corps. Je me penchai en avant. Dites-moi, monsieur Kovacs, comment Farmarmacor arrange-t-il les accidents? Vous êtes contrarié, en deuil, vous faites des accusations folles. Vraiment? Parce qu'il semble que tous ceux qui menacent les profits de Farmarmacor finissent par avoir des accidents malheureux ou des enquêtes soudaines ou des comptes bancaires gelés. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur son bureau. J'ai des documents, des dépôts d'entreprise montrant que Meridian appartient à Farmarmacor. Des emails entre vous et Robert Gregory discutant du problème Eric May. Des registres de paiement faits à l'ex-mari de Julie Reeves pour la harceler. Des preuves que vous avez coordonnées avec le conseil médical et le FBI avant de rendre cela public. C'était un bluff. J'avais le document de dépôt d'entreprise de Catherine et des spéculations, mais rien de concret. Kovacs sourit. Vous péchez. Si vous aviez de vraies preuves, vous seriez allé à la police, pas ici. Je suis venu ici parce que je veux vous entendre le dire. Je veux entendre comment vous justifiez le meurtre de 2 personnes qui sauvaient la vie d'enfants. Je n'ai tué personne. Mais vous savez qui l'a fait. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quand il reprit la parole, sa voix était différente, plus froide, plus honnête. Votre fils était un problème, Elisabeth. Un problème brillant et têtu. Son protocole de traitement fonctionnait réellement, ce qui le rendait dangereux. Avez-vous une idée de l'argent investi dans les traitements actuels contre le cancer pédiatrique? La recherche, les brevets, l'infrastructure, des milliards de dollars, des milliers d'emplois. Toute une industrie construite sur les protocoles existants. Une industrie qui laisse tomber les enfants. Une industrie qui sauve de nombreux enfants et fait des compromis raisonnables pour d'autres. Eric voulait perturber cela. Il voulait prouver que nos traitements coûteux étaient obsolètes, que son opération de fortune pouvait obtenir de meilleurs résultats pour une fraction du coût. Si cela devenait public, si ces protocoles se propageaient, ce serait catastrophique pour les profits de Farmarmacor, pour l'ensemble du système de santé. Pensez-vous que les hôpitaux survivraient si des traitements moins chers devenaient disponibles? Pensez-vous que les compagnies d'assurance continueraient les taux de remboursement actuels? Eric ne menaçait pas seulement une entreprise. Il menaçait toute la structure économique de la médecine américaine. Alors vous l'avez tué. Kovacs se tourna vers moi. Je lui ai offert une issue. Légitimer le traitement, mais lentement, par des canaux appropriés qui prendraient des années, peut-être des décennies. Assez longtemps pour que Farmarmacor développe des alternatives compétitives, pour que l'industrie s'adapte. Il a refusé. A dit que des enfants mourraient pendant que nous jouions à des jeux d'entreprise. Il avait raison. Il était naïf. Et sa naïveté allait coûter aux gens leurs moyens de subsistance, déstabiliser les marchés de la santé, créer le chaos. Quelqu'un devait l'arrêter. Quelqu'un, pas vous. Kovacs sourit. Pas moi. Je ne suis qu'un consultant, Elisabeth. J'identifie les problèmes et je coordonne les solutions. Ce que Robert Gregory fait avec ces informations, quelles ressources il déploie, quelles mesures il prend, ce n'est pas mon problème. Robert Gregory a ordonné leur mort. Robert Gregory a protégé les intérêts de son entreprise. Comment il a choisi de le faire? Kova haussa les épaules. L'accident de bateau était malheureux, mais il a résolu un problème. Je me sentis glacé jusqu'aux os. Il venait de tout confirmer, prudemment, avec un déni plausible. Mais assez pour le microphone scotché sur ma poitrine. Et maintenant, vous résolvez le même problème avec moi. Maintenant, je vous offre un choix. Prenez le règlement, signez l'accord de non-divulgation, partez. Ou continuez à vous battre et finissez comme votre fils. Une histoire édifiante sur les gens qui ont défié des forces trop puissantes pour eux. C'est une menace. C'est la réalité. Ce qui est arrivé à Eric était un accident, officiellement, mais les accidents arrivent aux gens têtus avec une fréquence surprenante. Votre fille Rachel, elle vit à Seattle, n'est-ce pas? Travaille pour cette entreprise de technologie au centre-ville. Ce serait terrible si quelque chose lui arrivait. Si elle perdait son emploi à cause d'un scandale fabriqué, si elle commençait à subir le genre de pression que vous avez subi. Le froid se transforma en glace dans mes veines. Laissez ma fille en dehors de ça. C'est entièrement à vous de décider.
Signez les papiers et Rachel reste en sécurité. Vos enfants restants sont placés dans de bons établissements. Vous prenez votre retraite tranquillement et faites le deuil de votre fils sans charge fédérale pesant sur votre tête. Tout le monde y gagne, sauf les enfants qui meurent parce que le traitement d'Eric ne devient jamais disponible. Certains enfants meurent, Elisabeth. C'est la vie. La question est de savoir si vos enfants, votre fille, vos petits-enfants survivent. Parce que je peux leur créer des problèmes aussi. Je peux créer des problèmes à tous ceux que vous aimez. Je me levais lentement, les jambes tremblantes. Vous êtes un monstre. Je suis un réaliste. Et vous avez 24 heures pour décider ce qui compte le plus. Des enfants morts que vous n'avez jamais rencontrés ou l'avenir de votre fille vivante. Je me dirigeais vers la porte, puis m'arrêtai. Puis-je vous demander quelque chose? Est-ce qu'Eric savait à la fin? Savait-il pourquoi vous le tuiez? Le sourire de Kovacs s'élargit. Il a compris sur le bateau, après que nous les ayons attachés. Mais avant de le faire chavirer. Rebecca criait. Mais Eric avait l'air triste, comme s'il s'y attendait, comme s'il savait que c'était toujours ainsi que ça se terminerait pour les gens qui défiaient le système. Vous y étiez. J'ai supervisé pour m'assurer que ça avait l'air convaincant. Nous avons coupé leur lien avant de faire chavirer le bateau. Les cordes ont laissé des marques, mais rien que les gardes-côtes ne trouveraient suspect une fois que les corps auraient été assez longtemps dans l'eau. Il semblait satisfait de lui. C'était bien fait. Professionnel. Je hochai lentement la tête. Merci d'avoir été honnête. Avons-nous fini ici? Presque. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Qu'est-ce que c'est? Je soulevai le bord de ma chemise, lui montrant le microphone. J'ai tout enregistré. Le visage de Kovacs devint blanc, puis rouge. Il se jeta sur moi, mais j'étais déjà en mouvement, ouvrant la porte en grand et courant vers l'ascenseur. Derrière moi, je l'entendais crier, des pas martelants. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Le docteur Morrison se tenait à l'intérieur, l'air terrifié. J'ai plongé à l'intérieur et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Les portes se sont refermées juste au moment où Kovacs les atteignait, son visage tordu de rage. Tu l'as eu, alté-je. Chaque mot. Le docteur Morrison leva son téléphone, montrant l'application d'enregistrement. Catherine publie en ce moment même, et j'ai appelé la police. Ils sont en route. Nous sommes sortis du bâtiment en trombe dans le chaos. Des voitures de police arrivaient, les gyrophares clignotant. Catherine se tenait sur le trottoir, son téléphone levé, diffusant tout en direct. Elisabeth May vient de sortir d'une réunion avec Richard Kovacs, consultant pour Meridian Strategic Partners, a-t-elle dit dans sa caméra. Dans une conversation enregistrée, Kovacs a avoué avoir coordonné les meurtres du docteur Eric May et du docteur Rebecca May sur ordre de dirigeants de Pharmacor Industries. L'audio est diffusé simultanément avec cette émission. Des policiers ont encerclé l'entrée du bâtiment. L'agent Torres est apparu d'une des voitures, son expression sombre. Madame May, vous auriez dû nous appeler en premier. Si je vous avais appelé en premier, il n'aurait jamais avoué. Les hommes comme Kovacs se croient intouchables. Ils deviennent négligents quand ils pensent avoir gagné. Torres ne put tout à fait cacher son approbation. Vous avez de la chance de ne pas vous être fait tuer. Je suis vieille et j'ai déjà perdu mon fils. De quoi avoir peur? D'autres policiers sont entrés dans le bâtiment pour arrêter Kovacs. Catherine a continué sa diffusion en direct, expliquant le lien entre Meridian et Pharmacor, détaillant comment une grande société pharmaceutique avait orchestré des meurtres pour protéger sa part de marché. Mon téléphone a explosé d'appels. Rachel sanglotant, disant qu'elle était désolée de ne pas m'avoir cru. Martin Gérard disant qu'il serait engagé comme mon avocat. Julie Reeves me disant que Maxine avait entendu la nouvelle et voulait me faire un câlin. Et un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Madame May, une voix de femme. Ici le docteur Audrey Okonko de l'Institut national du cancer. J'ai suivi le travail de votre fils à travers la couverture médiatique. J'aimerais discuter de tester légitimement ces protocoles avec une surveillance appropriée, des essais cliniques, une transparence totale. S'ils fonctionnent aussi bien que vos données le suggèrent, nous devons le savoir. Les enfants doivent le savoir. J'ai regardé le docteur Morrison, Catherine toujours en train de diffuser, la police conduisant Kovacs hors du bâtiment menotté. Il criait à propos d'avocats, de diffamation,
que cela ne tiendrait pas. Mais son visage racontait une autre histoire. Il savait que c'était fini. Docteur Okonkwo, dis-je, je serais très intéressé par cette conversation, mais d'abord, j'ai 4 enfants à Mendocino qui ont besoin d'un traitement continu. Pouvez-vous aider avec ça? J'aurai une équipe là-bas demain matin. Nous assurerons la continuité des soins pendant que nous évaluerons les protocoles. Ces enfants ne perdront pas l'accès au traitement. Je vous le promets. J'ai raccroché et j'ai laissé échapper un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis une semaine. Nous avons gagné, dit doucement le docteur Morrison. Nous avons survécu, ai-je corrigé. La victoire viendra ensuite. Quand le traitement d'Eric sauvera des milliers d'enfants au lieu de dizaines. Quand le système changera parce qu'il le doit, pas parce que nous l'avons brisé. Catherine a terminé sa diffusion en direct et s'est approchée. Vous savez que vous allez être célèbre, n'est-ce pas? Cette histoire est partout. Vous êtes la grand-mère qui a fait tomber Big Pharma. Je suis la mère qui a vengé son fils. Il y a une différence. Quoi qu'il en soit, vous avez changé les choses ce soir. Vraiment changé. J'ai levé les yeux vers le 18e étage du bâtiment où les lumières brillaient alors que la police sécurisait les preuves. Quelque part là-haut se trouvait le bureau de Kovacs où il avait avoué le meurtre avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui se croyait intouchable. Eric. Pensais-je, j'espère que tu regardes. J'espère que tu sais que je ne les ai pas laissés gagner. Le vent s'est levé, froid, de la baie de San Francisco. J'ai frissonné. Allez, dit doucement le docteur Morrison. Rentrons à la maison. Les enfants voudront savoir que vous êtes en sécurité. La maison. La maison au bord de la mer. L'héritage d'Eric. Notre travail ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de la maison côtière, regardant le soleil se lever sur le Pacifique. L'océan était calme aujourd'hui, de douces vagues roulant avec la marée du matin. Quelque part là dehors, mon fils et ma belle-fille étaient morts. Mais ici, dans la maison qu'ils avaient construite, leur travail continuait. Différent maintenant, légal maintenant, mais sauvant toujours des vies. Madame May. Maxine est apparue dans l'embrasure de la porte, tenant un plateau avec 2 tasses de thé. Elle avait eu 8 ans le mois dernier et était encore mince, mais sa couleur était revenue. Ses dernières analyses montraient une rémission complète. J'ai fait du thé comme vous me l'avez appris. Merci, ma chérie. J'ai pris une tasse et lui ai fait signe de s'asseoir à côté de moi. Ne devrais-tu pas te préparer pour l'école? Maman a dit que je pouvais manquer aujourd'hui. Le docteur Okonkwo vient voir tout le monde et je voulais être là. Elle sirota son thé avec précaution. Est-ce vrai qu'ils vont laisser d'autres enfants utiliser le traitement du docteur Eric maintenant? Pas seulement les laisser. Ils vont le tester correctement par des essais cliniques. S'il fonctionne aussi bien que nous le croyons, les hôpitaux de tout le pays pourront le proposer. Grâce à vous. Parce que vous les avez fait écouter. Parce que ta guérison, celle de Marcus, de Lily et de Thomas ont prouvé que ça valait la peine d'écouter. C'est toi qui as fait ça, Maxine. Toi et les autres enfants. Elle resta silencieuse un moment, regardant l'océan. Le docteur Eric et le docteur Rebecca me manquent. À moi aussi. Mais je pense qu'il serait heureux de ce que tu as fait, de la façon dont tu n'as pas abandonné. J'ai passé mon bras autour de ses petites épaules. Il serait surtout heureux pour toi, pour le fait que tu es en vie et en bonne santé et que tu vas avoir une longue et belle vie. L'Institut national du cancer avait agi rapidement une fois que les aveux de Kovacs avaient été rendus publics. Le scandale avait forcé de multiples enquêtes sur les pratiques commerciales de Pharmacor, sur les activités de Meridian, sur les défaillances systémiques qui avaient rendu nécessaire l'opération clandestine d'Eric. Robert Gregory avait été arrêté comme complice de meurtre. L'action de Pharmacor avait chuté. Le PDG avait démissionné. Et dans le chaos, les gens ont commencé à poser des questions embarrassantes sur la raison pour laquelle un traitement fonctionnel contre le cancer avait été supprimé, pourquoi des enfants s'étaient vus refuser des soins, pourquoi le profit importait plus que la vie. Le docteur Okonkwo avait été nommé pour diriger une évaluation accélérée des protocoles d'Eric. Elle avait amené une équipe de chercheurs à Mendocino, examiné nos patients, examiné nos données et, en 6 semaines, avait recommandé une autorisation d'urgence pour des essais élargis. Ce traitement fonctionne, m'a-t-elle dit sans embâche. Il ne fonctionnera pas pour tout le monde, et ce n'est pas un remède miracle, mais pour certains types de cancers pédiatriques,
il montre des taux de réponse significativement meilleurs que les traitements conventionnels avec moins d'effets secondaires et un coût inférieur. La question n'est pas de savoir s'il faut le poursuivre. C'est pourquoi nous ne l'avons pas poursuivi il y a 5 ans. La réponse à cela, bien sûr, était l'argent, le pouvoir, l'inertie d'une industrie construite sur les protocoles existants. Eric l'avait compris. Il avait essayé de travailler au sein du système et avait été bloqué à chaque tournant. Alors, il avait construit son propre système, sachant qu'il ne pourrait pas durer, mais espérant qu'il durerait assez longtemps pour prouver ce qui était possible. Il avait eu raison. La porte d'entrée s'est ouverte et Julie est sortie, habillée pour le travail. Elle avait trouvé un emploi à Mendocino, gérant une librairie. Elle et Maxine avaient décidé de rester pour être proches de l'endroit qui avait sauvé la vie de sa fille. Bonjour, Elisabeth. Maxine, va t'habiller. Le bus scolaire passe dans 20 minutes. Mais maman, je sais que le docteur Okonko vient. Tu la verras après l'école. Maintenant, vas-y, Maxine a fait une grimace, mais a obéi, disparaissant à nouveau dans la maison. Julie s'est installée dans la chaise qu'elle avait laissée vacante. Elle va bien, ai-je observé. Grâce à vous, parce que vous vous êtes battu alors que vous auriez pu partir. Les yeux de Julie brillaient d'émotion. Je ne vous ai jamais vraiment remercié pour tout. Pour avoir gardé Maxine en vie quand. Sa voix se brisa. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Eric et Rebecca ont fait le plus dur. J'ai juste fait en sorte que leur travail ne meure pas avec eux. Ce n'est pas une petite chose, Elisabeth. C'est tout. J'ai pensé à ce mot, tout. J'avais l'impression que tout s'effondrait il y a 3 mois. Ma liberté, mes finances, mes relations familiales. Maintenant, ces morceaux se réassemblaient lentement en quelque chose de différent, quelque chose de mieux, peut-être. Le FBI avait abandonné toutes les charges une fois que les aveux de Kovacs avaient été rendus publics. Mes comptes bancaires avaient été débloqués. Le conseil médical avait discrètement clos son enquête, bien que le docteur Gregory et le docteur Morrison devraient passer par des audiences formelles avant que leur licence ne soit entièrement rétablie. Martin Gérard m'avait aidé à créer une fondation à but non lucratif en bonne et due forme, la fondation Edith May, du nom de ma petite fille, pour continuer le travail d'Eric légitimement. Les dons avaient afflué une fois que l'histoire avait éclaté. Les gens étaient en colère contre ce qui s'était passé, en colère contre la suppression de traitements efficaces, et ils voulaient aider. Nous avions collecté assez pour financer la conversion de la maison en un centre de recherche agréé. L'équipe du docteur Okonko mènerait des essais ici, traitant les enfants qui se qualifiaient pour l'étude, documentant tout correctement cette fois. Ce n'était pas le refuge secret qu'Eric avait construit, mais c'était durable, légal et finalement plus puissant. La voiture de Rachel est arrivée dans l'allée à 9 heures. Ma fille est sortie, l'air fatiguée. Elle était venue de Seattle hier soir et avait séjourné dans un hôtel en ville. Nous étions encore en train de reconstruire notre relation, de retrouver notre chemin l'une vers l'autre après les mots durs échangés pendant ces terribles semaines. Maman. Elle a monté les escaliers de la terrasse et m'a serré dans ses bras. La maison est incroyable. Tu as fait tellement de choses avec. La fondation a fait le travail. J'ai juste supervisé. Ne sois pas modeste. Tu as transformé l'hôpital illégal d'Eric en un centre de recherche légitime. Cela demande plus que de la supervision. Elle a regardé l'océan. Il aurait adoré cette vue. Il l'adorait. Il ne m'a juste pas laissé la voir de son vivant. Rachel est restée silencieuse un moment. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru, d'avoir pensé que tu avais perdu la tête. Tu essayais de me protéger. Je comprends ça maintenant. Tu avais déjà perdu ton frère. Tu ne pouvais pas supporter l'idée de me perdre aussi. J'ai failli te perdre quand même. Quand j'ai entendu que tu avais confronté Kovacs seul, quand j'ai pensé à ce qui aurait pu arriver. Elle secoua la tête. Tu es plus courageuse que je ne le pensais. Pas courageuse, juste trop vieille pour me soucier des risques. Il y a une différence. Le docteur Okonko est arrivé à 10 heures avec son équipe de recherche. Il venait chaque semaine pour voir Maxine, Lily et Thomas. Marcus était retourné dans sa famille en Oregon, mais restait dans l'essai sous la supervision d'un médecin local. Les 4 enfants montraient une amélioration soutenue. Les données étaient assez prometteuses pour que le NCI étende l'essai à 5 autres sites à travers le pays. Elisabeth, avez-vous un moment? Le docteur Okonko m'a prise à part après avoir examiné les enfants.
Je veux discuter de quelque chose avec vous. Nous sommes descendus sur la plage où la marée se retirait, laissant des bassins de marée pleins de petites vies marines. J'avais commencé à marcher ici tous les matins, pensant à Eric et Rebecca, leur parlant dans ma tête. Nous avons terminé notre analyse des dossiers des patients de votre fils, a déclaré le docteur Okonkwo. 63 enfants sur 5 ans avec des notes de traitement détaillées et des données sur les résultats. C'est un ensemble de données incroyables. Eric était méticuleux. Il était aussi brillant. Certaines des modifications qu'il a apportées aux protocoles existants, le timing, les combinaisons de médicaments, l'intégration des soins palliatifs. C'est véritablement innovant. Nous intégrons déjà des éléments dans nos essais élargis. Cela l'aurait rendu heureux. Il y a autre chose. 3 des enfants qu'Eric a traités, maintenant adultes, nous ont contactés. Ils veulent participer à la recherche, partager leurs histoires, nous aider à comprendre les effets à long terme du traitement. L'une d'entre eux est en faculté de médecine maintenant, étudiant l'oncologie. Elle a dit qu'Eric lui avait sauvé la vie quand elle avait 6 ans. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Il ne me l'a jamais dit, n'a jamais mentionné tout cela. Il vous protégeait, et lui-même. Si la nouvelle s'était répandue, si les familles avaient commencé à le chercher publiquement, l'opération aurait été exposée il y a des années. Il l'a gardée secrète parce que le secret était le seul moyen de continuer. Le docteur Okonkwo fit une pause. Mais Elisabeth, son isolement, le besoin de cacher ce qu'il faisait, de mentir à sa famille, d'opérer dans la peur constante d'être découvert. Je pense que cela l'a usé. Je pense que cela lui a coûté plus que nous ne pouvons le mesurer. Dites-vous que la pression l'a poussé à prendre des risques, à sortir sur ce bateau? Je dis que les gens ne peuvent pas vivre cachés éternellement sans conséquences. Le fait que sa mort n'ait pas été accidentelle, que Pharmacorp l'ait arrangé, ne change pas le tribut que le secret a prélevé sur lui et Rebecca. Ils étaient épuisés, effrayés, seuls. Ils avaient leur équipe. Une équipe d'une douzaine de personnes n'est pas la même chose que d'avoir toute la communauté médicale derrière soi. Ce n'est pas la même chose que de pouvoir publier ses résultats, présenter à des conférences, collaborer ouvertement avec d'autres chercheurs. Le docteur Okonkwo a regardé l'océan. Ce que nous construisons maintenant, la recherche légitime, les essais ouverts, la reconnaissance publique de ce qu'Eric a accompli. C'est ce qu'il voulait. C'est pour cela qu'il est mort en essayant de l'atteindre. Alors, nous l'honorons en terminant ce qu'il a commencé. Exactement. Cet après-midi-là, Catherine est venue avec un caméraman. Sa série d'enquêtes sur Pharmacorp avait remporté des prix et suscité des audiences au Congrès sur les pratiques de l'industrie pharmaceutique. Maintenant, elle faisait un reportage de suivi sur la fondation et les essais en cours. Elisabeth, cet endroit est incroyable, a-t-elle dit, regardant les installations rénovées. Vous avez construit quelque chose de réel ici. Nous avons construit quelque chose de légal, ai-je corrigé. Eric a construit quelque chose de réel. J'ai juste fait en sorte que ça lui survive. Ne minimisez pas ce que vous avez fait. Vous avez exposé un complot d'entreprise, obtenu justice pour votre fils et forcé un changement systémique dans notre approche du traitement du cancer pédiatrique. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est de la transformation. Elle m'a interviewé sur la terrasse, me posant des questions sur les plans de la fondation, les résultats des essais, les progrès des enfants. J'ai répondu avec soin, en veillant à créditer Eric et Rebecca, à souligner que c'était leur travail, leur vision. Mais c'est vous qui l'avez rendu possible, a insisté Catherine. Sans votre courage. Sans mon âge, ai-je interrompu. C'est ce que les gens oublient. Avoir 63 ans n'est pas un inconvénient quand on se bat contre des gens puissants. Je n'avais rien à perdre. Ma carrière était terminée. Ma réputation n'avait pas d'importance. Je pouvais prendre des risques que des personnes plus jeunes ne pouvaient pas se permettre. Alors là j'étais votre avantage. Là j'ai l'expérience. J'ai enterré un mari et un fils. J'ai vu des gens que j'aime souffrir. J'ai assez vu de la vie pour savoir que parfois il faut enfreindre les règles pour faire ce qui est juste. Les jeunes croient encore que le système fonctionne. Je suis assez vieille pour savoir que ce n'est pas le cas. Catherine sourit. C'est une bonne citation. Puis-je l'utiliser? Utiliser tout ce qui peut t'aider. Si mon histoire convainc ne serait-ce qu'une personne que l'âge est une force plutôt qu'une faiblesse, elle vaut la peine d'être racontée. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti,
je me suis assise seule dans l'ancien bureau d'Eric. Son ordinateur portable était toujours là, bien que la plupart des fichiers aient été transférés sur les serveurs sécurisés de la fondation. Je l'ai ouvert et je me suis retrouvé à faire défiler de vieilles photos. Eric, enfant, souriant à pleines dents à l'appareil photo. Eric à sa remise de diplôme de la faculté de médecine. Rebecca à ses côtés. Eric tenant le bébé Edith, son visage plein d'émerveillement et d'amour. Eric avec un groupe d'enfants sur cette même plage. Tous chauves à cause de la chimiothérapie, mais souriants. La dernière photo datait de 3 semaines avant sa mort. Eric et Rebecca se tenaient devant cette maison, les bras l'un autour de l'autre, regardant la caméra avec des expressions fatiguées mais satisfaites. Derrière eux, on pouvait juste apercevoir Maxine jouant dans le jardin, vivante alors qu'elle aurait dû être morte. J'ai touché l'écran doucement. Je l'ai fait, Eric. J'ai terminé ce que tu as commencé. Le travail continue. Les enfants sont en sécurité. Et le monde sait ce que tu as accompli. Pas de réponse, bien sûr. Mais j'ai ressenti quelque chose. Un sentiment d'achèvement, peut-être la permission de faire enfin mon deuil correctement. Mon téléphone a vibré. Un SMS du docteur Grégory. Je viens d'avoir des nouvelles de la FDA. Ils accélèrent l'approbation de l'expansion de l'essai. Nous pourrions avoir 20 sites opérationnels d'ici 6 mois. Le traitement d'Eric pourrait être largement disponible d'ici l'année prochaine. J'ai répondu. Il serait si fier. Merci pour tout. Sa réponse est venue immédiatement. Merci d'avoir cru en nous, de vous être battu quand nous ne le pouvions pas. Je me suis levé et je suis sorti sur la terrasse une dernière fois. Le soleil se couchait maintenant, peignant l'océan de tons ambrés et roses. Magnifique, mélancolique et parfait. Maxine est apparue à côté de moi, sa mère juste derrière elle. Madame May, je vous ai dessiné quelque chose. Elle a tendu un morceau de papier couvert de traits de crayon soignés. Il montrait cette maison, l'océan et plusieurs personnages en bâton se tenant la main. Dans le coin, 2 personnages se tenaient dans les nuages, souriant vers le bas. C'est le docteur Eric et le docteur Rebecca, expliqua Maxine. Au paradis, ils nous regardent. Maman dit qu'ils peuvent voir tout ce que nous faisons ici. Je pense qu'ils le peuvent, dis-je doucement. Je pense qu'ils sont très fiers de toi, Maxine. Et fiers de toi aussi, d'avoir été courageuse, d'avoir sauvé leur travail. Je me suis agenouillé et j'ai serré son petit corps dans mes bras. Cet enfant qui représentait tout ce pourquoi Eric s'était battu, tout ce pourquoi il s'était sacrifié. Elle était en vie. Elle était en bonne santé. Elle allait grandir et avoir une vie pleine de possibilités qui semblaient autrefois impossibles. C'est ce qui comptait. Pas les récompenses, ni l'attention des médias, ni les auditions au Congrès. Pas ma justification ou mon triomphe public. Juste ça. Un enfant qui aurait dû mourir mais qui ne l'a pas fait. Un avenir qui avait été volé puis récupéré. Maxine, sais-tu ce que tu veux être quand tu seras grande, demandai-je. Un médecin comme le docteur Eric. Pour pouvoir aider d'autres enfants qui sont malades. Je levai les yeux vers Julie qui avait des larmes coulant sur son visage. Alors tu seras un merveilleux médecin, dis-je à Maxine, le meilleur qui soit. Cette nuit-là, seul dans la maison, ma maison maintenant, vraiment la mienne, j'ai écrit une lettre, non pas pour l'envoyer quelque part, juste pour l'écrire. À Eric et Rebecca, à Edith, à tous les enfants qui n'avaient pas survécu assez longtemps pour voir ce jour. Je sais que vous avez essayé de me protéger en me tenant à l'écart. Je comprends maintenant pourquoi la maison était interdite, pourquoi vous ne pouviez pas risquer que je sache ce que vous faisiez. Mais j'aurais aimé que vous me fassiez confiance plus tôt. J'aurais aimé pouvoir vous aider à porter ce fardeau. J'aurais aimé que vous sachiez que vous n'étiez pas seul. Le travail continue. Les enfants sont en sécurité. Le traitement en sauvera des milliers, peut-être des millions un jour. Vous avez changé le monde. Même si le monde a essayé de vous arrêter. Je ne suis plus jeune. Ce combat a pris tout ce qu'il me restait. Mais ça en valait la peine. Chaque moment de peur, chaque menace, chaque nuit blanche. Ça valait la peine de voir le sourire de Maxine, d'entendre le rire de Lily, de savoir que Thomas et Marcus sont en vie et en pleine forme. Tu m'as appris quelque chose, Eric. Tu m'as appris que l'âge ne signifie pas l'abandon, qu'il est encore temps de se battre, encore temps de compter, encore temps de changer les choses.
Tu m'as appris que la sagesse et l'expérience peuvent être des armes aussi puissantes que n'importe quelle autre. Merci pour ce cadeau. Merci de m'avoir laissé finir ton travail. Merci de m'avoir fait confiance avec ton héritage. Reposez en paix maintenant, tous les deux. Votre guerre est finie. Vous avez gagné. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Un jour, peut-être que Maxine voudra la lire. Ou Lily, ou l'un des centaines d'enfants qui seront sauvés par le traitement qu'Eric avait lancé. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'elle existait. Un témoignage de gratitude, un mémorial au sacrifice, une promesse que leur travail ne serait jamais oublié. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé l'océan sombre, les étoiles apparaissant dans le ciel crépusculaire. Demain apporterait de nouveaux défis, plus d'essais à coordonner, plus de familles à aider, plus de batailles avec la bureaucratie et la résistance. Mais ce soir, je pouvais me reposer. Ce soir, je pouvais simplement être Elisabeth May, mère, grand-mère, gardienne d'un héritage, debout dans une maison construite sur l'amour et l'espoir, et la croyance obstinée que la vie de certains enfants vaut la peine de se battre. L'océan murmurait contre le rivage, éternel et patient. J'ai écouté son rythme et je me suis senti, pour la première fois depuis des mois, en paix. Le travail ne faisait que commencer, mais le pire était passé. Nous avions survécu à l'obscurité et maintenant, enfin, il y avait de la lumière. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.